Pour moi, si tu veux avoir un bon niveau en musculation, t'es un grand garçon, il y a toutes les informations sur internet, t'as pas besoin que je te tienne la main, tu le fais tout seul. Les gâteaux, c'est dans le MyFitnessPal ou pas, ça? Ah, moi je compte pas les calories, je compte pas les macros, je fais full feeling. Et toujours contre la deload ou pas? Ah oui, moi la deload, je n'en fais pas, et franchement, j'ai fait des épisodes de 1 heure là-dessus, ça n'a pas d'intérêt pour les bodybuilders. En fait, j'ai l'impression que les nanas ont aucune idée de ce qui plaît vraiment aux mecs. Moi je sais que j'ai sorti avec pas mal de nanas avant de rencontrer ma femme, et à chaque fois j'avais le même constat, je disais mais en fait elles sont nulles. C'est un peu pessimiste comme constat quand même. Moi je fais des vidéos pour les gens qui aiment la muscu et qui veulent apprendre des trucs. Je suis pas là pour te faire oublier que t'as une vie de merde, je suis pas là pour que tu vives ta vie à travers la mienne. Comment tu t'es retrouvé à vivre dans une mosquée? C'est des galères. Je pense que là on est dans une période où effectivement les gens se montrent le bouchon avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir un moment où on va se rendre compte que c'est pas ouf, on va passer à autre chose. Moi je suis 100% un croyant dans l'esprit humain et dans l'essence humaine. Je pense qu'on n'est pas né pour être bon ou mauvais, mais je pense qu'on a toujours la capacité de retomber sur nos pattes et qu'on va toujours s'en sortir. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Et aujourd'hui, non, on va pas parler de leur logiciel qui vous aide à délivrer la meilleure expérience de coaching pour vos clients. On va parler de leur tout nouveau projet qui est la Gymkey University. La Gymkey University, c'est quoi? C'est une formation tout en un qu'ils ont développée pour vous, les coachs sportifs, pour vous aider à coacher en ligne. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il vous faut pour coacher en ligne, que ce soit au niveau du marketing, des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on va beaucoup en parler dans cet épisode. Et Gymkey, c'est les experts dans le domaine. Ils vont vous donner tout leur tech aussi également, tout ce qu'ils utilisent comme outil pour pouvoir gérer votre business de coach et économiser du temps et être plus productif et même vous aider à gérer vos finances. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Si vous voulez toutes les informations dont vous aurez besoin à vie pour devenir coach sportif en ligne, c'est l'information qu'il vous faut. Ce que je vous recommande de faire, moi, c'est d'aller voir le contenu gratuit qu'ils font sur YouTube ou sur Instagram. Ils ont des tonnes et des tonnes d'heures de vidéos, de podcasts disponibles gratuitement. Vous allez voir. Et si ce qu'ils font, ça vous parle, si vous voulez aller plus loin et retrouver tout leur contenu au même endroit, vous rejoignez la Gymkey University avec le code OWANA University. Vous avez moins 30% jusqu'à fin mai. Je répète, avec le code OWANA University, vous avez moins 30% jusqu'à la fin du mois de mai. Merci à Gymkey de sponsoriser ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, un invité que beaucoup d'entre vous m'ont pas demandé, mais redemandé, puisqu'on est avec NH, Natural Hypertrophy. Salut NH, comment tu vas? Excellent, très bon dimanche, heureux d'être là. Alors ça fait un moment que j'essaie de caler ce deuxième épisode, beaucoup de gens m'ont demandé, et avant je tenais à m'excuser de m'avoir un petit peu recalé, je suis malade, mais je voulais pas du tout déplacer cet épisode parce qu'on a eu du mal à le caler. Mais avant ça, je voudrais avoir ton avis sur, si tu te rappelles un petit peu ce qu'on a dit lors du premier épisode, comment t'expliques que les gens ont vraiment été demandeurs de cette deuxième partie, puisque comme je t'ai dit, moi, pour une petite anecdote, et je pense que certains se reconnaîtront qui écouteront cette partie 2, puisque quand j'étais au championnat de France junior, là, il y a quelques semaines, week-end, et j'ai vraiment des gens qui sont venus voir et qui me disent quand est-ce qu'elle sort la partie 2 avec NH, tu vois. Donc je pense que vraiment, il y a quelque chose dont on a parlé pendant cet épisode qui a touché les gens. Je voudrais voir si toi, tu te rappelles un petit peu ce qu'on a dit, ta perspective là-dessus. Je pense que la première chose qui vraiment a touché les gens, c'est l'honnêteté et le vécu. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur cette plateforme où tu les regardes et tu as un peu l'impression de regarder des extraterrestres. Tu sais, ils se présentent un petit peu comme des demi-dieux, tout a toujours été très facile pour eux, ou alors ils font l'inverse. Ils se donnent un parcours très difficile, et la plupart des gens n'arrivent pas vraiment à vivre ça. Pour eux, c'est pas ça leur expérience du tout. La plupart des gens, ils ont commencé la muscu parce qu'ils ne se sentaient pas bien dans leur peau, quelque chose comme ça. Et voir quelqu'un comme moi qui a un niveau pas dégueulasse partager ça et dire ouais, je suis juste un mec normal qui aime la muscu, je pense que les gens, ça leur fait plaisir. Mais d'un autre côté, tu partages ça, mais tu partages pas tes trainings. Tu vois Et ce que je veux dire? les trainings, ça va venir. Les trainings, ça va venir. Ça va venir? En fait, c'est juste que je suis tellement dans le délire des structures, je veux que tout soit parfait, que ça me saoule de me filmer pendant l'entraînement parce que j'aime être à 100% dans mon entraînement. Tu vois, je veux pas avoir à gérer une caméra. Et comme j'ai personne pour m'entraîner et c'est moi qui bouge le trépied, un peu comme un trimar, tu vois. Donc, ça va venir. Je sais que les gens attendent ça, donc ça va venir. Je comprends tout à fait. Moi, c'est pour ça que, par exemple, là, je suis en prépa pour une compétition de power là, le mois prochain. Et idéalement, j'aimerais bien filmer ma prépa à la salle, tu vois, me poser un micro, mettre mon trépied et tout, mais ça te sort complètement de ta séance, en fait. Si tu veux vraiment être à fond dans ta séance ou quoi, tous les gens qui se filment, je parle pas des powers qui se filment juste pour montrer à leur coach, je parle des genre youtubeurs ou créateurs de contenu, vous les appelez comme vous voulez, mais tu sais que tu vas passer une mauvaise séance, tu fais le trade-off un petit peu de ta séance pour le contenu un petit peu. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc il y a ça, et puis je pense aussi que
il y avait des sujets qu'on a traités qui sont généralement jamais traités, parce que c'est des sujets qui avaient trait à la spiritualité, qui avaient trait à la société. Et comme la musculation, c'est très plan-plan dans le sens où on parle de suppléments, on parle d'alimentation, on parle d'entraînement, mais on parle jamais de ce qui se passe là-haut, ça introduit les gens dans un domaine, en fait, qui leur parle, et la curiosité a beaucoup joué. Alors, avant qu'on reparte là-dedans, parce que c'est vraiment celui que je veux toucher et qu'on n'a pas pu discuter la dernière fois, je voulais savoir ce qui a changé pour toi depuis la dernière fois qu'on s'est vu, notamment en termes de followers. Parce que je t'ai regardé la dernière fois, tu étais vraiment à. Il me semble que tu étais à 30K la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, Ouais. t'as plus que doublé, tu es quasiment à 80K sur YouTube. Comment tu expliques cette croissance et comment tu vis cette croissance sur YouTube? Bon, comment je la vis, pour moi, ça change rien, en fait. C'est-à-dire que j'ai 3 personnes qui m'écoutent ou 3 millions, c'est la même chose pour moi. En fait, j'ai l'impression de parler à un pote quand je parle à la caméra. Donc mon attitude vis-à-vis de ça change pas. Et puis en plus de ça, on s'en est parlé la dernière fois, j'ai pas de sponsor, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas, la célébrité, l'argent, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas des trucs qui vont me monter à la tête, je resterai toujours moi-même là-dessus. Par contre, forcément, quelque chose qui joue beaucoup, c'est que il y a beaucoup plus de traction en fait. YouTube, ça marche beaucoup avec le momentum. Donc il y a un moment, tu sais pas pourquoi, tes vidéos, elles se mettent à marcher, elles se mettent à bien marcher. Et j'ai plein de vidéos qui ont commencé à vraiment bien marcher. J'ai des vidéos qui ont été semi-virales, donc qui ont fait 10 fois ce que je fais normalement en vue. Et j'ai un peu commencé à piger en fait ce qui marche sur YouTube. Donc de temps en temps, je fais ce qui marche. Je me dis, bon bah voilà, ce format-là, je sais que ça va cartonner. Et puis le reste du temps, je fais ce que j'aime. C'est quoi les formats que tu as remarqué qui deviennent viraux un peu? Alors, premièrement, c'est les formats qui restent entre 13 et 18 minutes. L'algorithme adore ce format-là. Ce qui est la raison d'ailleurs pour laquelle si tu vas dans des grosses chaînes de mecs qui tapent l'algorithme et ils ont des gens qui étudient ça et tout, toutes leurs vidéos sont de 15 minutes. Il n'y a pas de mystère, hein. Ils font ce qui marche. Et deuxièmement, les formats très travaillés qui gardent l'attention du public. Donc, avec beaucoup d'editing, avec de la musique en fond, avec beaucoup de cuts. C'est quelque chose qu'on a beaucoup. Enfin, moi, je regarde beaucoup de contenu anglophone, je pense que toi aussi. Et ils ont beaucoup ce format de facecam super édité ou avec des. En général, soit c'est des tutos. Ouais, un peu à la MrBeast, c'est l'exemple qu'on prend le plus. J'ai l'impression que c'est lui qui donne un peu le ton sur YouTube, sur le contenu. Je pense notamment à genre Jesse James West, qui est un peu le MrBeast du fitness. Je sais pas si tu vois qui c'est. Peut-être que les auditeurs, ça leur parlera moins si ils regardent ça regarde pas trop de contenu en anglais, mais sur ma chaîne, j'avais fait une review d'une de ses vidéos parce qu'il avait fait un mythe en power. Et pour lui, c'est exactement le mec qui a tout capté sur comment je prends le modèle MrBeast et je l'applique au fitness et je grossis comme ça. Et là, il est sur une trajectoire stratosphérique. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de ce contenu qui est vraiment. Bah voilà, on pense plus à garder l'attention des mecs plutôt qu'à raconter un truc intéressant. Parfois, ça fait des challenges un petit peu stupides, tu vois, du genre j'ai rempli ma piscine de 10 000 Orbeez ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette version-là de YouTube? Bah, malheureusement, c'est la prostitution du fitness. C'est que les mecs, ils commencent en faisant des vidéos informatives, en se disant je vais aider les gens, ils se rendent compte que ça marche vite fait. Puis derrière, ils font un format pour essayer une fois, je suis allé à la plage et oh là là, regardez, j'ai fait des tractions pull-up challenge. Ils font des millions de vues et disent mais en fait, pourquoi je me casse les pieds à faire des vidéos travaillées? Je peux faire ça. Je vais faire le format qui marche. Qui marche. Et comme au bout d'un moment, pour la plupart des gens, bah, ils monétisent leur chaîne, ça devient leur façon de remplir le frigo. C'est la logique marchande derrière où bah, c'est le format qui marche, tu le sais, le format qui marche et point quoi. C'est clair. Je pense que tu tombes vis-à-vis très vite dans l'engrenage, mais j'ai un truc qui a marqué, c'est que moi je pensais que le format vlog, tu vois, était mort. Genre avec ici ça qui avait arrêté sa chaîne et tout, je pensais que les vlogs, je pense à Max Tuning aussi que je regardais beaucoup à l'époque et qui fait que ça, que du vlog et qui se plaint que les vues sur ses chaînes descendent. Je pensais que le format du vlog était mort, tu vois, que ce soit dans le fitness ou autre part. Et j'ai remarqué maintenant qu'il y a quand même une recrudescence de ce format chez les plus jeunes, enfin les nouvelles générations du fitness, tu vois, je pense à Alex Eubank, les mecs comme ça. Alors, désolé si on cite beaucoup de mecs du fitness américain, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est pas du tout le même cas. En tout cas, les anciens du game, où il n'y a pas trop... c'est différent. Quoique certains font aussi du vlog, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ce que les gens veulent voir maintenant dans le fitness. Il y a une recrudescence du format vlog. Est-ce que c'est un truc que tu as remarqué toi aussi ou pas? Avec les nouvelles générations, oui, c'est la génération TikTok esthétique. Eux, c'est ça, c'est full vlog. Ouais. Ils font que ça. Et ils font que ça, je pense aussi parce qu'ils sont tombés à une période pendant la pandémie où les gens pouvaient pas sortir de chez eux, ils pouvaient pas voir leurs potes, et donc du coup, ça les réconfortait de voir d'autres gens de leur âge, même aller à la muscu faire des trucs. Et donc, la sauce a pris. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, le truc du confinement, parce que moi, je m'étais toujours dit, ok, les vlogs, c'est bien parce que ça va plaire à ton audience que tu as déjà.
qui veulent en savoir un peu plus sur toi. Mais je m'étais toujours dit, tu grossiras jamais avec du vlog, tu vois. Il faut faire des vidéos un peu plus, soit éducatives, soit un peu plus mainstream, pour avoir une nouvelle audience, tu vois. Et c'est vrai que de voir ces mecs-là qui, du jour au lendemain, alors, effectivement, peut-être que de base, ils se font connaître sur TikTok, et après, les gens veulent en savoir un peu plus, et là, ils font des vlogs sur YouTube, qui est peut-être différent de l'approche qu'on peut avoir. Enfin, c'est carrément différent de l'approche que tu peux avoir, ou que je peux avoir aussi, où je fais des vlogs, effectivement, quand il y a des trucs qui en valent la peine d'être racontés, tu vois, ou quand je vais voir, j'essaie d'aller voir des gens un peu plus forts que moi, pour qu'ils m'entraînent et du coup, en faire profiter à l'audience, ou alors quand il y a des compétitions qui valent le coup de se faire vlogger, mais j'essaye que le corps de mes vidéos, ce soit vraiment des trucs éducatifs sur le power, tu vois. Donc, est-ce qu'un jour, toi, c'est une barrière que tu te vois franchir ou pas? Si de petit à petit, tu commences à montrer des trainings, peut-être montrer, je sais pas, grocery haul ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, le format vlog, c'est quelque chose qui me débecte. Parce qu'en fait, l'idée de me suivre, tu sais, avec une caméra qui me filme quand je fais des trucs dans ma vie de tous les jours, je me dis, mais en fait, déjà, qui ça intéresse de me voir faire ça? Parce qu'il faut quand même dire les choses. 80 000 personnes, je pense. Ouais, mais c'est ça, moi, c'est ça le problème, c'est que je veux pas leur donner ce qu'ils veulent à ces gens-là, parce que moi, je fais des vidéos pour les gens qui aiment la muscu et qui veulent apprendre des trucs. Je suis pas là pour te faire oublier que t'as une vie de merde, je suis pas là pour que tu vives ta vie à travers la mienne. Et en plus de ça, je vais te dire un truc, moi, ma vie, elle est pas excitante, hein. Je me lève le matin, j'ai un petit déjeuner avec ma petite, mon petit mug de lait de soja de merde, avec mes petits gâteaux, je travaille 10 heures par jour, je vais à la muscu, je passe du temps avec ma femme, je fais rien de fou, tu vois. Les gâteaux, c'est dans le MyFitnessPal ou pas, ça? Ah, moi, je compte pas les calories, je compte pas les macros, je fais tout au C'est feeling. vrai, tu confirmes? Rien du tout. T'as jamais compté tes macros? Jamais de ma vie. Jamais compté mes calories. Ah ouais? Mm. Putain. Et comment tu fais? Bah, Bah, c'est en tout au feeling. Quand tu dis quand tu veux faire une prise de masse, tu rajoutes un peu plus de flocons d'avoine le matin, et quand tu veux cut, t'enlèves les jaunes d'œufs, quoi. c'est ça. Là, je suis en prise de masse. Donc, ma prise de masse, ça consiste en un bol de riz en plus par jour ou une petite galette naan avec du beurre de cacahuète et des bananes dessus. 200 calories. Ma maintenance, c'est 2002. Je suis en surplus, je suis bon. Ok. Et tu Voilà, traques quand pas même ton besoin. poids sur la balance pour voir un petit peu le rythme que tu prends. Je me pèse vraiment une fois tous les 3 mois. C'est vrai? Ouais. Ça? Et pourquoi? Parce que tu t'en fous ou Parce qu'en que... fait, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que ça marche. Tu vois, je sais pertinemment qu'il y a des gens, s'ils comptent pas tout, ils se foirent ou alors ils prennent trop de gras. Moi, en fait, je fais ça pour l'entraînement. Mon entraînement, c'est carré, c'est structuré, c'est mathématique. Par contre, la bouffe, j'ai un appétit stable. Je vois avec le miroir si je prends trop de gras ou si je commence à perdre trop. Et puis surtout, je regarde les performances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la salle. Est-ce que je prends de la force? Est-ce que je prends du volume? Ou est-ce que je régresse? Est-ce que je me sens fatigué? Dans ces cas-là, je vais manger plus. Mais t'es quand même... t'es quand même body, tu vois. Mais ce qui t'intéresse vraiment, c'est quand même la performance. C'est comme ça que tu traques ta progression. Plus que le miroir, du coup. Bon, le miroir, ça restera toujours le truc le plus important. Mais en fait, tant que je me plais dans le miroir et que ça va, je m'intéresse à ce qui se passe dans la salle de muscu. Mais par contre, quand on dit perf, c'est pas juste le poids sur la barre. Le poids sur la barre, c'est un des facteurs de perf. Je regarde aussi le volume, le nombre de sets que je fais et ma fréquence. Moi, le truc le plus important, c'est la fréquence. Combien de fois par semaine je peux taper le muscle? Ok. Et donc, quelle école t'es, toi? T'es plus full body pour taper un maximum de fois ton muscle? Ou plutôt... j'ai vu une vidéo de Rui, d'ailleurs, qui m'a surprise de lui, qui disait que le pro split, ça suffisait pour la majorité des gens, tu vois. Parce que lui, il a son... En fait, il a son... Et il y a des trucs où je suis d'accord avec lui, dans le sens où le problème du full body, c'est que tu vas avoir du mal à mettre beaucoup de volume. Enfin, tu vas pas avoir du mal. Si tu veux pas que tes séances durent 2-3 heures, tu vois, sur un muscle pendant ta séance. Tu vois, si tu fais qu'un exercice de pec, par exemple, tu vas avoir du mal à faire beaucoup de volume sur un muscle. Et donc, lui, c'est dire que même si au final, sur ta semaine, tu as beaucoup de tonnage ou beaucoup de séries réparties dans la journée, ta séance, peut-être, tu vas pas produire assez de volume sur ta séance parce que tu as moins d'exercices. Le souci de ça, c'est que c'est une approche du full body qui, pour moi, n'est pas correcte, parce qu'en fait, chaque split a ses spécificités. La spécificité du full body, c'est que tu travailles tous les muscles, et que généralement, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois par semaine, sans te cramer sur la séance. C'est le but, en fait. T'es pas censé faire 3 exo-pecs sur un full body, ça n'a pas de sens. T'es censé en faire 1 voire 2 max. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils font leur full body. Si tu veux pouvoir taper plus les pecs, quelque chose qui marcherait beaucoup mieux, ça serait par exemple un upper-lower. Là, tu peux faire les pecs toutes les 48 heures. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en full upper-lower. Ok. Donc, je fais 6 séances par semaine.
haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, et après je me repose. Et tu fais quoi comme exercice à peu près? Est-ce que tu as des jours où tu sais, ok, je vais y aller, ça va être un bas du corps lourd et après un bas du corps peut-être un peu plus volume, un peu plus léger? Ou est-ce que, comment ça se passe? Alors, moi, je fais pas de distinction lourd-léger et je fais pas de distinction intensité-volume parce que pour moi, c'est des contresens. Tu vas avoir tendance, quand tu fais ça, à avoir des jours où tu vas soulever des poids qui sont pas vraiment intéressants pour toi parce que pas assez intenses. Tu vas faire trop de répétitions qui vont pas vraiment créer de l'hypertrophie musculaire, ou alors tu vas faire trop d'intensité et pas assez de volume. Moi, généralement, je suis plus entre les deux. Donc, je soulève lourd tout le temps. Je fais pas de deload, Ok. des trucs comme ça, on pourra en parler. Par contre, je mets l'accent sur certains muscles. Donc, sur un lower, je vais dire, OK, aujourd'hui, grosse séance quadriceps. Donc, je vais faire un squat lourd. Ok. La séance d'après, mais sur cette séance-là, je vais quand même faire les ischios, mais un truc léger. Tu vois, je vais faire des petites hyper extensions de lombaires. Voilà. L'autre Ok. jour, je vais dire, OK, aujourd'hui, les quadris sont un peu fatigués de la dernière séance, donc on va faire du soulevé de terre roumain lourd. Ils vont prendre cher, et je vais faire un petit split squat après pour les quads, pour équilibrer tout ça. D'accord. Est-ce que tu changes ta fourchette de répétition en fonction des jours ou tu gardes à peu près la même? Je garde toujours la même fourchette de répétition sur un mouvement particulier pour ne pas gêner la progression, en fait. Quand tu changes la fourchette de répétition trop souvent sur le même exercice, bah, normalement, le poids, soit le poids change, soit tu utilises le même poids, mais du coup, tu vas pas avoir la même intensité. Par contre, j'utilise toujours des fourchettes de répétition ouvertes. Donc, je fais jamais 5 reps. Bien je sûr. fais de 5 à 10. Ouais, super intéressant. C'est vrai que c'est différent de. Enfin, moi, je parle beaucoup de. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de porcs qui nous écoutent, c'est différent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais c'est vrai que si ton objectif, c'est l'hypertrophie, effectivement, l'erreur que font beaucoup de. On va dire de novices en hypertrophie, c'est qu'ils. Après, c'est pas trop de leur faute, c'est qu'ils regardent les problèmes sur Internet et t'as toujours. T'as pas justement cette fourchette ouverte, tu vois. Tu dis, bah, je dois faire mon 4x12, mon 3x8, quoi qu'il arrive, je fais mon 3x8, tu vois. Si je peux faire un peu plus, ok, je mets plus, mais tu vas pas avoir cette idée d'aller chercher un peu plus ou au final te dire, te laisser l'espace de te dire, ok, je peux mettre un peu plus lourd et si je fais une rep de moins, c'est pas très grave, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup combattu au début. Aujourd'hui, ça va mieux, mais Ouais. il y avait trop de programmes de bodybuilding où c'était du 5x5. Et je leur disais aux gens, mais le problème du 5x5, c'est que ça n'a pas de sens parce que ta première répétition de 5, si tu arrives à la reproduire dans 5 sets, c'est bien que t'es pas aussi intense que tu pourrais l'être. Tu pourrais faire plus de reps. Mais j'ai l'impression que c'est relativement nouveau ce concept de fourchette ouverte et tout, parce que moi, quand j'ai commencé à muscu, j'en entendais vraiment pas du tout parler. Et alors, bien sûr, on a Lucas Gouy qui fait travail de charbonneur pour vendre un petit peu ça récemment depuis qu'il a repris le contenu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il y a, même jusqu'à il y a 2 ans, je trouve, on n'en entendait pas du tout parler, quoi. Ça existait, mais en fait, c'était ignoré dans le sens où c'était généralement l'exercice qui compte pas, tu vois. Genre, tu faisais tous tes gros exercices lourds, 5 reps, 3 reps, 8 reps, et après, oh, pour tes curls marteau, allez, 6 à 10. Ouais, 12 Voilà. 15. Voilà, plus 6, 15, c'est pas grave. En fait, traduction, on s'en fout. Ça compte pas le nombre de reps que tu fais. Moi, je dis non. Au contraire, cette fourchette ouverte, il faut l'appliquer à tout l'exercice et c'est le truc le plus important parce que c'est ce qui te permet de progresser. Ok, et tu te mets un jour de repos quand même pour reset un petit peu la machine. Alors, fut un temps, je les faisais tous les dimanches, les jours de repos. Là, je suis arrivé à un point, en fait, je les fais quand je sens que j'en ai besoin. Ça t'arrive d'aller genre 8-10 jours, 100 jours de repos Ça m'arrive, ouais, des fois où ça va, où le corps va bien, les muscles récupèrent vite, je me sens pas fatigué, donc je le fais. Et parfois, je fais 4 jours ou même 3, et là, je sens que mon corps a besoin d'un break, donc je fais mon jour de repos. Et toujours contre la deload ou pas? Ah oui, moi, la deload, je n'en fais pas, et franchement, j'ai fait des épisodes d'1 heure là-dessus, ça n'a pas d'intérêt pour les bodybuilders. Vraiment. Pour moi, en fait, le problème du deload, c'est que si tu as besoin de deload, c'est que tu as fait une erreur avant. Quelqu'un qui fait du power doit deload parce que vous faites des pics d'intensité pour pouvoir perf. Donc ça a du 100% du sens. Mais en tant que bodybuilder, t'es pas censé perf. T'es pas censé pic. Tu vois, il n'y a pas de pic dans ton programme. Ton pic, normalement, c'est quand tu vas monter sur scène. Mais ça n'a rien à voir avec les performances à la salle. Donc c'est l'équivalent de se mettre un pansement sur une coupure que tu aurais pu éviter avant. Mais quand tu plateaux sur un exercice, du coup, tu changes d'exercice? Non. Ça, c'est aussi pour moi une erreur parce que le concept de plateau, déjà, premièrement, bon, c'est psychologique avant tout. C'est rarement physiologique, le plateau. Et deuxièmement, l'erreur que font la plupart des gens, c'est ce qu'ils font ce que tu dis. Ils arrêtent l'exercice en disant, bon, bah voilà, j'ai maximisé mes gains là-dessus, je passe à autre chose. Le problème, c'est que ça, t'évites le plateau, en fait. Tu le résous pas. C'est juste que tu t'esquives, en fait. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que si je plateau, je me dis, d'accord, ça veut dire que mon muscle, à ce moment-là, arrive à continuer en intensité et à prendre de la masse avec cette répétition-là et ce poids-là. Donc, ma vision du plateau, psychologiquement, c'est pas, oh là là, quelle horreur, j'arrête de progresser, c'est, non, c'est ce dont j'ai besoin maintenant, je continue là-dessus,
Et si je me dis par contre, j'aimerais pouvoir continuer à mettre du poids et mettre des reps, je fais un autre exercice. Mais en D'accord, plus, ok. pas un remplacement. D'accord. Donc, si tu plateaux, imaginons, je sais pas, sur le développé couché halter, tu vas faire quel type d'autres exercices pour justement contourner ce truc-là? Bah, ce que je vais faire généralement, c'est que, allez, sur mon mardi, ma séance upper, j'ai plateau, j'ai vu que j'ai fait les mêmes Ok. reps avec le même poids. Ce que je vais faire, c'est que jeudi, je vais faire un rappel pec. Donc je vais peut-être faire de l'écarté halter. Ou alors je vais faire des Ok. pompes sur des anneaux, tu vois, pour donner un peu plus de volume au pec. Ok. Et en général, quand je fais ça, quand je Ça reviens sur ma passe. séance halter, ça passe. D'accord, ok. Et tu conseillerais, parce que du coup, ça va être la question, je pense que tout le monde va se poser, quand tu augmentes ton volume comme ça, d'augmenter de quel pourcentage à peu près par rapport à ton, je sais pas, nombre de séries, je sais pas comment tu calcules le nombre de séries au tonnage de la semaine. Alors ça dépend vraiment de ta capacité de travail. Quelqu'un comme moi a une très grosse capacité de travail, donc les muscles sont très endurants. Donc rajouter 2 à 3 séries par semaine, c'est rien en fait. Là, mon muscle le sent même pas. J'ai la capacité de récupération pour encaisser ça. Par contre, un débutant qui ne ferait que 6 séries de pec par semaine, là c'est sûr que rajouter 3 séries, c'est 50% de volume en plus, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc pour ces gens-là, je Ouais. dirais rajouter une série back offset ou 2 séries back offset où tu réduis un petit peu le poids de l'exercice, tu fais le même exercice avec les mêmes répétitions mais moins de poids. C'est suffisant. C'est quoi la fourchette que tu dirais pour les gens qui, ces gens savent pas si, au niveau de leur capacité de travail, s'ils sont plutôt débutants ou avancés, en général, à partir de combien de séries par semaine sur un muscle, tu peux te dire, ok, j'ai une grosse capacité de travail un peu. Si t'as une idée. Après, ça va varier selon les personnes, mais Ça va varier parce que là, moi, je suis en train de taffer sur une série où je fais des profils de lifters qui sont naturels. Et donc, j'ai fait quelques épisodes déjà. Et là, par exemple, les 2 gars que j'ai review, il y en a un, il Ouais. fait 37 par session pour le Quoi? haut du dos. Ouais. 30 séries par le haut du dos par session. Et il s'entraîne tous les jours. Ah ouais. Ah, mais là, c'est un outliner, là. Là, C'est même plus lui, c'est qu'un un outliner outliner. de ouf. Ouais. Lui, il est très, Ouais. très adroit. Et par contre, Ouais. sur les outliers de l'autre côté, les gens qui vont beaucoup plus bénéficier de l'intensité et pas autant du volume, je dirais 3 à 6 séries par semaine, c'est suffisant. Et après, tu as Ouais. tout le milieu. Voilà. Ouais. Donc le milieu, en général, je pense que la plupart des gens, 10 à 15 séries, tu as déjà une bonne capacité de travail par semaine. Ok, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Après, c'est pyramide de M, c'est entre 10 et 20, c'est ce qu'ils disent toujours pour commencer la fourchette. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas rare quand tu progresses, même nous en power, des mecs au bench qui mangent des 40 séries par semaine. Alors, par séance, non, mais par semaine, ça arrive, tu vois. Mais ouais, putain, 30 séries dans une session, la vache. Ouais. Bon, après, ça, c'est seulement possible avec le haut du dos, parce que si tu Ouais, essayes ouais, de faire ça pour le bench, tes épaules, elles explosent. ouais, ou le squat, j'imagine que. Oh bah là, oui, c'est même pire. Hein. T'imagines 37 de squat au bout du 10e, t'as envie de mourir. Ouais, déjà, 3x8, c'est chaud. Tu me dis 30 séries. C'est foutu, c'est foutu. Ok. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui vont en apprendre un peu plus sur l'entraînement, c'est cool. Euh, Est-ce que tu, genre, ta perspective là-dessus, parce que moi, c'est le truc qui m'a marqué le plus dans la conversation. Enfin, c'est quand tu as dit, euh, on vend cette vision de dire que la passion, le goal, c'est de travailler de sa passion, tu vois. Et toi, tu sais justement, alors que tu as l'occasion de faire ça, tu fais exactement l'inverse, de te dire, je veux préserver ma passion, et justement, ne pas la corrompre, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en faisant ma source de revenus principale. Est-ce que tu es toujours dans cette tendance-là, ou est-ce que tu as un petit peu évolué par rapport à ça? J'ai pas bougé d'un poil. Je suis toujours dans la même optique où je me dis que la plus grosse erreur que je pourrais faire, c'est d'essayer de monétiser. Parce que, en fait, je suis tellement reconnaissant envers ma communauté et j'ai tellement de la chance de faire ce que je fais, tu vois. C'est fou. De se dire, tu lances une caméra, j'ai un sujet dans la tête, je dis, allez, vas-y, pendant 40 minutes, je parle de ça. Et il y a des gens qui vont me regarder, ils vont apprendre des trucs, on va partager. Si tu commences à mettre des sponsors, des oh là là, mon produit alimentaire, machin, ça pourrit tout pour moi. Tu te verrais pas. Après, je pense qu'il y a aussi la différence de, pas forcément du sponsor ou quoi, mais par exemple, si tu fais du coaching, tu vois, tu pourrais te dire, bah, j'accompagne quelqu'un encore plus dans sa progression plutôt que de faire des conseils de masse qui, bien sûr, vont toucher plus de personnes, mais qui vont peut-être être interprétés mal par telle ou telle personne, ou tu vois, il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, ça va rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, des demandes de coaching, j'en ai tous les jours. Hein. Ah oui, je me Des gens doute. qui veulent C'est pour que je ça le que je te coach, dis j'en ai ça. tous les jours. Là, si j'avais voulu, Ouais, j'aurais ouais, pu ouais. avoir un portfolio avec des centaines de Ouais, clients. ouais. Mais Mm. je dis toujours non.
Non, je pense que ça va les frustrer encore plus le fait que quand les gens, en fait, quand tu donnes énormément de ta personne et quand les gens veulent te redonner réciprocité et que toi, justement, tu leur dis non, et ben ils ont encore plus envie Oui, oui, de oui, bosser avec toi, quoi. oui, forcément, mais enfin, d'ailleurs, c'est marrant comment l'être humain fonctionne. C'est que quand tu réclames des dons et des mois, les gens, ils ont tendance à dire, Ouais. oh là là, ça va pas, non, Euh, non. Par contre, quand tu dis non, je veux pas de dons, là, j'ai des gens qui me disent, vas-y, laisse-moi te donner de l'argent, je veux ouais, t'aider. ouais. Euh, C'est drôle comment ça marche, mais bon. tu sais que c'est exactement ce que un mec, bah, les petits jeunes qui m'ont vu, je leur passe le bonjour au championnat de France, ils me disent, c'est putain, on peut rien lui acheter, moi j'ai envie de lui donner mon oseille, tu vois. On me dit ça. Mais je pense que c'est le plus beau compliment que tu peux recevoir de ta communauté, tu vois. Ah Je oui, bien pense, hein. sûr. Non, mais là-dessus, moi, je suis très reconnaissant du fait qu'effectivement, ils veulent Ouais. m'aider, ils veulent que je continue le contenu et ils sont prêts à mettre dans l'investissement là-dedans. Et c'est la raison Oui. pour laquelle je refuse de prendre leur argent. Pour le coaching, la raison pour laquelle je n'en fais pas, probablement, c'est parce que j'en ai déjà fait avant. Mais D'accord. c'était toujours bénévole. C'est-à-dire que c'était des gens dans ma vie de tous les jours qui me disaient, oh là là, t'as pris du muscle, comment t'as fait? Et ces gens-là, je Ouais. leur disais toujours, ok, bah vas-y, je vais te faire un plan. Et vraiment, j'étais sérieux, hein, genre, c'est des vrais plans, j'essaie Ouais. de les aider. Ouais. Et à chaque fois, Ouais. c'était la même douille. Au bout de 2 semaines, les gars, ils abandonnaient. Et en Mm. fait, ça m'énerve. Je supporte pas les gens qui abandonnent, mais c'est viscéral. Et donc, du coup, en fait, je veux Mm. pas revivre ça. Pour moi, si tu veux avoir un bon niveau en musculation, t'es un grand garçon, il y a toutes les informations sur Internet, t'as pas besoin que je te tienne la main, tu le fais tout seul. Et j'ai des gens qui m'envoient des photos Mhm. et tout, ils me disent, regarde le progrès que j'ai fait avec tes méthodes, ça marche trop bien et tout. Ça me rend trop heureux. Tu vois, Mhm. c'est la Mhm. preuve qu'ils n'ont pas besoin de moi, hein. Ils peuvent le faire tout seuls. Donc, je veux pas coacher. Mais est-ce que tu penses pas justement que c'est parce que c'était gratuit que les mecs avaient pas d'investissement, quoi? Si tu vas facturer un coaching, je sais pas, 1000 balles, tu auras très peu de personnes, mais le peu de personnes que tu vas avoir sont potentiellement beaucoup investis. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dépenses 1000 euros par mois, je dis n'importe quoi, dans un coaching, tu peux attendre de la personne qu'elle elle veut son retour sur investissement, donc elle va se donner les moyens, tu vois. Ouais, ça, c'est possible, mais dans cette optique-là, je me dis, mais en fait, tu me payes 1000 euros pour essayer de te convaincre psychologiquement de te tenir à ton engagement. Et dans ce cas-là, c'est une forme d'arnaque, puisque je te vends rien d'intéressant. Moi, je le dis aux gens qui veulent que je les coach, j'ai rien à vous offrir de plus que ce que je vous offre déjà gratuitement. Mhm. Tout est déjà Sur sur ma la chaîne. chaîne. Mhm. Donc, Ouais. et ça fait aussi une sélection, parce que pour moi, ceux qui le veulent vraiment, qui le veulent dur, bah, ils le feront tout seuls. Je suis d'accord avec toi, mais ça va être difficile au quotidien parce que moi, je pense que c'était pareil. Il me semble que tu en as parlé de ça le premier épisode, je sais plus. Tu dois être super exigeant avec toi-même, tu vois. Et je pense que le fait que de voir des gens qui, toi, t'es là, tu t'investis, tu dis, bah, je te donne toutes les infos qui, moi, il m'a fallu énormément de temps, d'échecs, enfin, d'essayer de rater, de perdre du temps et tout. Moi, je te donne tout ça sur un plateau et toi, tu t'investis pas, alors que tu te rends pas compte de la chance que tu as eue, ça doit être énormément frustrant. Ça, je le sens aussi dans ce que tu m'as, enfin, dans ce que tu m'as dit. Au quotidien, est-ce que tu es aussi exigeant dans toi avec les autres? Je sais pas quel travail tu fais, mais tu dois sûrement travailler en équipe de temps en temps. Comment tu gères ça? Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal aussi. Et d'ailleurs, c'est le propre des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, c'est qu'ils le sont avec les autres. Et tu développes un mode de pensée élitiste où tu vas imposer aux autres tes propres standards et les gens n'auront jamais être capables de les rejoindre puisque toi, tu fais partie d'une espèce d'élite, d'excellence. Et la plupart des gens, la définition des gens normaux, c'est qu'ils sont médiocres. Alors, c'est pas mal, hein, c'est pas un péché d'être médiocre, mais la plupart des gens le sont. Et ça m'a quand même pas mal bouffé pendant des années parce que j'avais l'impression d'être entouré d'incapables, en fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, au bout d'un moment, de me rendre compte que j'ai pas de contrôle sur la vie des autres, que moi, je peux faire mon Mm. maximum et que je peux m'entourer des gens qui vont réussir à arriver à mon niveau. Et les autres, je m'en fiche, tu vois. C'est pas mon problème. C'est pas Mm. ma responsabilité de sauver les gens. Avec ma chaîne YouTube, je donne des informations, j'essaye d'aider. Ceux qui les prennent, ils les prennent. Ceux qui les prennent pas, tant pis, c'est pas mon problème. Mm. Je suis d'accord avec toi. Le seul glitch là-dedans, et en tout cas là où ça m'a le plus, moi j'ai le plus de mal, c'est dans les relations avec ta partenaire. Tu vois. C'est que là, du coup, bah là, quelque part, vous êtes, alors pas codépendant, mais là, pour le coup, t'as des attentes encore plus avec ta partenaire et tu peux pas dire, de toute façon, c'est un truc que je te donne gratuitement et t'es pas content, tu pars. Non, vous essayez d'avoir un projet commun, de faire des trucs communs. Quelque part, t'es obligé de régler ce souci. Donc, est-ce que du coup, pour toi, il faut essayer de trouver un partenaire qui a le même niveau d'exigence que toi ou alors, bah, comme tu viens de dire, peut-être ronger ton frein et essayer de trouver, alors, pas forcément des compromis, parce que j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, un autre équilibre autre part.
Ça dépend vraiment de ta personnalité. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont très travailleurs, qui gagnent bien leur vie. Leur femme, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que leur femme, elle va être plus dans le loisir, etc. Ça ne les dérange pas du tout parce Mhm. que c'est pas ça qu'ils demandent à une femme. Ils demandent pas Mhm. ils demandent pas à une femme de ramener de la ressource ou d'être énergétique ou productive. Ils veulent une femme pour quelqu'un qui gère la maison, qui va leur donner des enfants et leur donner du confort quand eux, ils rentrent du travail. Ça, c'est un mode d'existence qui a toujours marché. Après, si tu es plus dans l'exigence toi-même et que tu veux quelqu'un qui soit ton égal, là, ça devient plus compliqué. Mhm. Parce que moi, je sais que je suis sorti avec pas mal de nanas avant de rencontrer ma femme, et à chaque fois, j'avais le même constat. Je disais, mais en fait, elles sont nulles. C'est-à-dire, elles sont médiocres. Elles font rien de leur vie, elles sont Mhm. pas intelligentes, elles me stimulent pas intellectuellement. Qu'est-ce que je vais m'embarquer avec cette Ouais. personne-là pour le restant de mes jours? Je vais être malheureux. J'ai eu Ouais. de la chance de Ouais. trouver une femme qui travaille autant que moi, qui est, Ouais. qui est aussi ambitieuse que moi et qui me pousse vers l'avant. Et là, vraiment, c'est pour les hommes qui ont besoin de ça, effectivement, on va pas y couper. Il va falloir trouver la perle rare. Ouais, c'est vrai que. En fait, les filles en fait, j'ai l'impression que les nanas ont aucune idée de ce qui plaît vraiment aux mecs. Tu vois? Je vais te dire un truc tout con, mais il y a une fille que je fréquente en ce moment, tu vois, et un jour, je devais me lever à 5h30 pour aller à la salle, tu vois, parce que je me lève tôt le matin et de temps en temps, j'essaie de m'entraîner tôt le matin ou de bosser le matin. Et à chaque fois que tu veux dormir avec une nana et que tu dis, moi, je te lève à 5h30, ah, mais pourquoi tu te lèves si tôt? Viens, on reste au lit, là, là, là. Et un truc tout con, mais elle m'a dit, ok, moi aussi, elle m'a dit, moi aussi, je me lève à 5h30, pas de problème, mais si tu veux, je viens avec toi à la salle, tu vois. Et ça, mais tu vois, je préfère 1000 fois une meuf qui me dit ça plutôt qu'une 10 sur 10 ou une nana qui va me dire je te fais la vaisselle ou tu vois. Mais je pense que la majorité des nanas se rendent pas compte, tu vois, de ce que vraiment les garçons trouvent. En tout cas, ce qui fait la différence entre ok, je veux passer du bon temps avec toi, je veux qu'on couche ensemble et ok, wifi matériel. Mais c'est parce elles en ont pas besoin. Quand il réfléchit, les mecs sont tellement peu exigeants et on est tellement des chiens de la casse là-dessus que t'as plein de meufs, elles ont toujours réussi à s'en sortir et à choper des mecs juste en existant. Elles ont jamais eu à développer des capacités ou à finalement être même ne serait-ce qu'intéressantes. Le nombre de nanas que tu rencontres qui sont des 10 sur 10 magnifiques, tu leur parles, t'as l'impression de parler à un pied de table, bah, c'est pas vraiment de sa Ouais, ça va. faute, tu vois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour les hommes qui auront des filles plus tard, une erreur à ne pas faire, c'est de constamment complimenter ta gamine sur sa beauté. Oh, t'es mignonne, oh, t'es jolie, non. Parce que le problème, c'est que si tu fais ça, tu lui détruis ses capacités de se développer ailleurs. Ouais. Généralement, les femmes les plus intéressantes que tu vas rentrer dans ta vie, c'est des femmes qui étaient laides, qui ont grandi laides. Et donc, du coup, Oui, pour parce avoir que de du coup, tu dois pour avoir de l'attention, te bah, il démarquer. faut être meilleur ailleurs. Un peu comme les Et, hommes, quoi. et bah, la vérité, c'est que la plupart des mecs sont comme ça. Tu vois, quand tu rencontres, tu vois, Ouais. tes potes qui se font trop rire, qui sont trop marrants, charismatiques, généralement, c'est des gars Mhm. qui ont dû compenser autre chose. Donc, c'est des mecs qui étaient petits, ils étaient un peu grassouillets. Il Ouais. fallait qu'ils trouvent autre chose. Ils pouvaient pas s'en sortir juste en étant beau gosse. Je pensais à ta vidéo que tu as fait sur les manelettes, là. Je connais sais même pas ce terme. J'invite les gens à aller regarder s'ils veulent en savoir plus. Je vais pas te faire redire des trucs que tu as déjà dit sur ta chaîne ou quoi. Ça sert à rien, les gens peuvent aller regarder les vidéos. Enfin, un sujet que je voulais aborder avec toi la dernière fois qui vraiment, j'étais frustré qu'on n'ait pas parlé, c'est la religion. Tu vois? Parce que j'avais vu dans une vidéo à toi que tu avais dit que tu avais expérimenté. Donc, si je me trompe pas, je vais pas te faire des trucs, mais tu es plutôt athée en ce moment, enfin maintenant, mais que tu avais expérimenté avec la religion à un moment. Donc, je voulais t'entendre un petit peu là-dessus et ton retour d'expérience là-dessus. Alors, attention, je suis pas athée. Ok, Je suis agnostique. C'est-à-dire que je crois dans l'existence de Dieu, mais d'accord. je ne m'inscris pas dans une religion A ou B. D'accord, ok. Très important parce que pour moi, l'athéisme, c'est le cancer du 21e siècle. Ok. C'est une horreur. On va pouvoir en parler, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi. Mais dans ma relation avec la religion et mon expérience, je suis chrétien de naissance. Attends, c'est bien ça la définition d'agnostique, c'est je crois en l'existence de Dieu, mais je ne sais pas à quelle religion il appartient. C'est ça. C'est ça? Ok, j'ai toujours cru que c'était je sais pas s'il existe ou pas, mais je choisis de pas le croire. Alors qu'un athée, c'est pour moi, il n'existe pas. Alors, Parce que tu vois la nuance? là, tu sais, je suis en train d'utiliser un terme en français que j'ai traduit de l'anglais qui peut-être n'a pas le même sens. Mais dans ce cas-là, pour que les gens ne soient pas confus dans ce truc-là, Ok. non, non. Je crois en Dieu. Ok. Pour moi, Dieu Tu existe. crois en Dieu, mais pour toi, pas de religion. C'est pas qu'il n'y a pas de religion, c'est juste que pour moi, aucune religion ne décrit l'existence de Dieu Ok. correctement. Et en Ok. allant encore plus loin, la plupart des religions, pour moi, utilisent Dieu comme prétexte pour imposer des idéaux politiques. Ouais. Ça, c'est mon souci. C'est que je suis né chrétien, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion comme beaucoup de Français, hein. Ouais. Mais je me suis jamais reconnu dans les écrits chrétiens. Et en plus de ça,
j'ai eu des rapports conflictuels avec l'Église. C'est-à-dire que j'ai fait mon catéchisme, mais comme j'étais un petit gamin curieux, je posais des questions. Donc je demandais aux gens, par exemple, parce que moi j'étais fasciné d'Égypte ancienne, et j'aimais beaucoup Thoth, Anubis, toutes ces divinités-là. Et du coup, je demandais au catéchisme, mais est-ce que j'ai le droit de croire en Anubis et Jésus? Est-ce que je peux faire les deux, en fait? Et on me disait... Vas-y, mon pauvre Nash. non, mais on me disait, bah non, c'est du monothéisme, il faut croire, tu crois en Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Anubis, il n'existe pas. Alors je disais, mais... Enfin, Anubis n'existe pas, mais Jésus, il existe. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui décide ça? Tu vois, je voulais juste savoir, j'étais pas malicieux. Et on me disait, non, mais ta gueule. Arrête ta gueule, arrête de parler. Et ça m'énervait. Donc, du coup, bon, je me suis éloigné de ça. Derrière, aux États-Unis, j'ai vécu dans une mosquée pendant 1 an. Donc, j'ai eu des rapports privilégiés avec l'islam, où j'étais constamment en contact avec des musulmans. Comment tu t'es retrouvé à vivre dans une mosquée? C'est des galères. En fait, aux États-Unis, j'avais pas d'argent. Je vivais avec 700 € par mois. Et 700 € par mois, tu vas pas très loin. Hein, une fois que tu payes la bouffe et le loyer et tout. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que ma première année, j'ai vécu dans ce qu'on appelle une trap house. Donc, c'est une maison de passe de drogue. Où, en fait, mes voisins d'en dessous... Mes voisins d'en dessous vendaient de la bœuf, ils vendaient un petit peu tout ce qui leur passait sous la main, sauf que moi, je le savais pas. Tu savais pas? Ok. Moi, j'étais pas au courant, je vivais sur l'unité au-dessus, et c'était pas cher, c'était 300 € par mois, donc moi, j'étais content. Sauf que j'ai compris après pourquoi c'est 300 € par mois. Maintenant, j'ai compris direct. Je suis ah, d'accord, c'est pour ça. Donc, en fait, bon, ça, c'était une galère. Et derrière, dans la rue d'à côté, il y avait une mosquée. Et en fait, la mosquée avait une annexe qui était une maison où les musulmans vivaient. Les gens qui étaient à la mosquée. Donc, ça c'était des prêtres, des gens qui pratiquaient, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite annonce qui disait ouais, on a une chambre pour 300 €. Donc, je dis 300 €, c'est parfait, c'est dans mon budget. J'y suis allé avec la beubare. Et ils m'ont dit ah, comment ça va et tout. Bon, ils m'ont dit ouais, comment ça va? Est-ce que tu bois de l'alcool? J'ai dit non, je bois pas d'alcool. Est-ce que tu manges du porc? J'ai dit non, je mange pas de porc. Ils m'ont dit ok, bah c'est bon, la chambre elle est pour toi. Et donc du coup, bah j'étais trop bien. Ils t'ont pas demandé si t'étais musulman et bah non, parce que dans leur tête c'était logique. Tu vois, qui aux États-Unis boit pas d'alcool et mange pas de porc? C'est la religion principale, le porc, le pécan et la bière. Et donc fatalement avec la barbe, tu vois, au bout d'un moment, c'est trop drôle parce qu'au bout d'un moment, ils sont venus me voir un petit peu gênés. Ils m'ont dit écoute, on t'a pas vu à la mosquée encore. Tu pries quand? Et je leur ai dit mais moi je suis pas musulman les gars. Ils m'ont dit ah, t'es pas musulman. Et donc du coup, bon, ils m'ont pas dégagé, tu vois, ils m'ont dit ok. Parce qu'en fait, bah ouais, comme je remplissais tous leurs critères, pas d'alcool, pas de porc, et je suis un gars calme qui est dans ma chambre, ils m'ont dit bon bah on te garde. Donc je suis resté 1 an dans cette petite mosquée, c'était très sympa. Ok. Et est-ce que ça t'a sensibilisé un petit peu plus à l'islam ou pas du tout? Carrément. Ça m'a beaucoup ouvert parce que je pense que c'est quelque chose, beaucoup de Français vont... Bon alors je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans qui te regardent, donc pour eux ça va peut-être pas leur parler, mais il y a beaucoup de Français non musulmans qui ont un rapport à l'islam très conflictuel. Parce qu'on a beaucoup on entend beaucoup d'horreur dans les médias, et puis la vision de l'islam en France, beaucoup d'amalgame, et la vision de l'islam en France, elle est colorée par les attentats, elle est colorée par ce que les gens disent. Donc tu as beaucoup d'islamophobie qui vient directement de ça. Moi, j'étais pas dans ce délire-là parce que j'avais beaucoup de potes musulmans, mais j'avais une image de l'islam qui était pas très propre, tu vois. Pour moi, c'était un peu trouble, tout ça. Puis après, je suis allé aux États-Unis. J'ai rencontré des musulmans qui me parlaient, on prenait le thé, ils m'ont offert un Coran en anglais, j'avais déjà lu en français, mais ça m'a un peu plus ouvert, je me suis dit, ah d'accord. Donc en fait, c'est ça, entre guillemets, et je sais que c'est un terme qui énerve les gens, mais la vraie islam, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, cette expérience? De vivre dans cet endroit-là? Ouais. Spirituellement, je veux dire. Spirituellement, ça m'a convaincu d'un truc, c'est que toutes les religions ont de la valeur. Il y a toutes les religions ont quelque chose d'important, et la raison pour laquelle les hommes ont toujours développé des religions et pour lesquelles on s'y raccroche aussi agressivement, c'est parce que il y a un truc là-dedans qui est vital. L'homme a besoin de ça. Alors ça peut être autre chose qu'une religion, mais il faut du spirituel. Et aujourd'hui, le plus grand fournisseur de spirituel dans le monde, c'est la religion. Donc quand moi je vois un mec qui est à fond dans l'islam ou à fond dans la chrétienté, fut un temps, je me moquais un peu de ces gens-là. Je me disais, oh là là, regarde, avec ses délires de machin dans le désert et tout. Aujourd'hui, je dis, voilà quelqu'un qui a compris que la spiritualité est importante, il s'est trouvé une encre spirituelle, il la lâche pas. Parce qu'une fois que tu la lâches, moi j'en ai vu, et il y en a pas mal en France malheureusement, des musulmans qui tournent le dos à la religion, qui commencent à être un petit peu empoisonnés par le mode de vie occidental. Généralement, leur vie s'améliore pas. Leur vie part en couille parce qu'ils ont perdu leur repère.
Et pour retrouver ses repères, c'est la clé. Est-ce que tu penses pas que ce qui marche vraiment dans la religion, c'est plus les grands principes et qu'on pourrait avoir un code de conduite de ces grands principes sans forcément croire en Dieu, tu vois? Absolument. D'ailleurs, c'est la morale laïque républicaine. C'est ce qu'on a en France. Et En France, on nous a dit, bon, bah, la chrétienté, ça dégage, mais on va remplacer ça par des principes républicains qui vont les remplacer. Donc, on a une morale nouvelle qui est accessible par tous, sans avoir besoin de croire en Dieu ou d'être chrétien. Ça, c'était le grand projet universel français. Le problème, c'est que tu regardes la France aujourd'hui, ça marche pas. On s'est foiré. Et la raison pour laquelle ça marche pas, je pense, c'est parce que pour appliquer les principes et les suivre, il faut se sentir rattaché à eux d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'identité, par la croyance ou par autre Ouais. chose. Comme on n'a plus d'identité française, c'est dur d'essayer de vendre aux gens une moralité qui l'est aussi. Donc tu penses que c'est plus facile de se rattacher à l'identité chrétienne, musulmane ou juive, plutôt qu'à l'identité nationale, entre guillemets. Est-ce qu'on sait pas autant saboter nous-mêmes à critiquer un petit peu, déjà, dès que tu es un petit peu chauvin ou nationaliste, on va te dire, enfin pas nationaliste, peut-être pas le bon mot, mais ouais, fier de ton pays. Je prends l'exemple de Tipo Chip qui a un drapeau français dans sa chambre et on lui dit t'es facho, tu vois. Est-ce qu'on sait pas un petit peu tirer une balle pied dans le pied en traitant de facho tous les gens qui étaient un peu trop fiers d'être français, tu vois ce que je veux dire? Absolument, parce que, en fait, on a tenté de dissoudre le tribalisme, donc le fait de se rattacher aux gens de sa tribu, de son identité propre. On a essayé de dissoudre ça dans l'universalisme en disant non, on est tous pareils et on va avoir des principes qui vont nous rattacher. C'est des principes qui vont nous rattacher. Sauf que ça n'a pas marché. Et c'est d'autant plus évident aujourd'hui parce qu'on voit la population musulmane en France qui, elle, est encore très tribale et qui s'en sort très bien. Ils sont encore rattachés à des valeurs communes parce qu'ils font partie de la même tribu. Et derrière, tu as des Français, Ouais. du coup, qui vont dire, bah attends, moi aussi, je veux ça. Donc, du coup, ils vont se rattacher au drapeau et eux, on va leur dire, non, mais ça marche pas, en fait, ça, vous n'avez pas le droit. C'est un déséquilibre qui est complètement hypocrite et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de jeunes Français blancs nés chrétiens qui se convertissent à l'islam. Maintenant, on parle aussi de communautarisme. Ils essayent de dissoudre un petit peu toutes ces communautés qui vivent ensemble. Et en soi, comme tu l'as dit, c'est un besoin humain, tu vois, le tribalisme de se rapprocher et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui crient au racisme, alors qu'en fait, c'est juste de la préférence, tu vois. Et pourtant, je te dis ça en tant que métis français qui est né en France et tout. Mais j'ai l'impression que, ouais, entre guillemets, t'as pas le droit d'être fier d'être blanc, tu vois. Alors qu'au contraire, si tu dis je suis fier d'être. Alors, musulman, ça passe de moins en moins, tu vois, mais fier d'être noir et tout, Black Power et tout, Black Lives Matter, tu vois, là, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a c'est un peu ce double jugement, quoi. Et ça, c'est ça. Alors, je sais pas si depuis le temps, tu as lu un petit peu de Nietzsche ou pas. Beaucoup, beaucoup. Il y a une chaîne YouTube que je conseille à tout le monde, je pense que tu dois connaître, Samouraï Dansant. Ouais, Ça très dit bonne quelque chaîne. chose? Très bonne Ah, il chaîne. est très fort, très très fort. Ouais. Comme introduction et tout, c'est très fort. Comme introduction, d'ailleurs, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. vont consommer ce contenu comme un remplacement pour les livres de Nietzsche. Non, il Non, faut aller lire lire Nietzsche. soi-même, après. Il faut le Ouais. lire. C'est complexe. Mais pour savoir un petit peu, c'est bien de savoir un petit peu sa philosophie avant de te Oui. lancer dans le livre, sinon t'es perdu, tu vois. Oui, ça le C'est ça que je situe dis, parce ouais, que effectivement, comme introduction. Ouais. Nietzsche est cryptique. Nietzsche est cryptique, et donc du coup, des fois, tu lis des passages, tu comprends pas. Mais une fois que tu as l'introduction grâce à Samouraï Dansant, effectivement, ça passe crème. Et Nietzsche, un des principes clés de sa philosophie, c'est la morale d'esclave. Ouais. Donc il fait la différence entre la morale d'esclave et la morale de maître. C'est incroyablement complexe, mais c'est tellement intéressant parce qu'une fois que tu as compris ce principe-là, tu te rends compte qu'on vit dans une ère de la morale d'esclave, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est parfaitement acceptable de dire Black Power. Je suis fier d'être noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es considéré comme minoritaire et comme donc inférieur, et donc du coup, ta revendication ethnique et tribale est vue comme non dangereuse, puisqu'elle n'est pas celle de la majorité. Au contraire, si tu es blanc et que tu dis White Power, qui est un slogan raciste, 100%, ou que tu dis je suis fier d'être blanc, on te dit attends, tu ne peux pas dire ça parce que tu es déjà la majorité. Donc ton tribalisme à toi engendre de la violence envers les minorités, c'est de la morale de maître, et la morale de maître n'est pas acceptable. Est-ce que tu penses comme Nietzsche qu'il faudrait rebalancer cet équilibre des valeurs et recréer notre propre valeur, le surhumain? Parce que j'écoutais beaucoup, moi je lis beaucoup aussi Comte-Sponville, je sais pas si tu vois qui c'est. André Comte-Sponville, un philosophe, et qui lui, du coup, dit qu'il y a du bon dans Nietzsche, mais que là où il n'est pas d'accord, c'est au niveau du renversement des valeurs. C'est que tu peux pas créer de nouvelles valeurs, que quelque part les valeurs, elles sont ce qu'elles sont depuis des millénaires, et c'est pour ça aussi que je pense que les religions marchent si bien que ça, c'est parce que on va pas évoluer tant que ça, tu vois, tu vas pas réinventer le courage, la générosité, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que t'en penses toi à ce niveau-là? Qu'est-ce que ce serait la solution parce qu'effectivement, c'est pas naturel
de se battre. Si tu vas dans la nature, c'est la morale du plus fort qui gagne, tu vois, systématiquement. Donc nous, on essaye de vivre en société, donc forcément, tu peux pas laisser ça en place, sinon, bah, c'est toujours, on se finit par mettre double serrure. Dès que tu sors chez toi, tu peux te faire piller, etc. On est obligé d'avoir la police et tout. Mais quelque part, si tu écoutes un petit peu Nietzsche et tout ça, c'est contre nature. Donc où est-ce que toi, tu te situes là-dessus, quoi? Le problème de Bon, c'est Nietzsche, très c'est que complexe, Nietzsche, hein. ah non, mais c'est complexe, mais je pense que les gens si les gens qui arrivent à se raccrocher vont aimer, mais le Ouais. problème de Nietzsche, c'est qu'il a réussi, il a posé un diagnostic sur une maladie qu'il ne pouvait pas soigner. Et je pense que c'est ça qui l'a rendu fou. C'est qu'il se rendait bien compte de la décadence de la moralité et des valeurs, mais il a aussi compris parce qu'il l'a diagnostiqué qu'il ne pouvait pas l'arrêter. C'est un cheval fou, en fait. C'est inarrêtable. Et Ouais. c'était finalement une transformation, et ce que lui, il appelait une transvaluation, qui était nécessaire, comme tu l'as pointé du doigt. On est passé d'un âge barbare à un âge civilisé par la morale d'esclave. En disant aux gens, non, mais en fait, arrêtez de mettre des coups de hache pour récupérer la denrée, regroupez-vous ensemble, Ouais. collaborer. Tout ça, ça a transformé finalement l'homme européen et ça l'a domestiqué, mais ça l'a domestiqué finalement, entre guillemets, pour le plus grand bien. Là où Nietzsche avait raison, c'est qu'il a eu raison de faire trop tôt. Nous, on est en train de subir les contre-coups de ça, parce que maintenant, on est trop domestiqué. Et du coup, ce qui va arriver ensuite, c'est qu'on va retomber dans un âge barbare qui va être beaucoup plus violent que ce qu'on a vécu avant, parce qu'on n'est plus prêt. On n'est plus préparé pour ça. Est-ce que tu penses que ça va être un âge barbare en termes de violence ou un âge barbare en termes de lavage de cerveau, tu vois? Plus en mode un peu, bon, ça va faire un peu le complotiste, tu vois, mais très peu de gens en haut qui savent comment les rouages marchent et tout, et 90% du reste des gens qui ont aucune idée de. On leur fait croire que tu peux aller voter, etc. T'as un poids sur ce qui se passe, mais en fait, pas du tout, tu vois. Les deux vont l'un avec l'autre. Pour moi, Les là, deux vont on avec est l'autre. en plein dans... On est dans la fin de l'âge civilisé, où en fait, on est tellement civilisé qu'on est aplati. On est des purs pacifistes, on est des prônés du système, et en fait, on se laisse un peu porter dans la société. On croit ce que les médias nous disent, les politiciens, voilà. Ça peut pas durer. Il y a un moment où ça va péter. Ça va péter de deux façons. Soit on va rentrer dans un âge autoritaire, où les politiciens vont avoir attendu suffisamment longtemps qu'on se soit ramolli pour finalement dire non, mais en fait, la démocratie, on s'est toujours moqué de vous, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on va prendre les décisions, vous êtes le peuple et vous suivez. Ou le Sur la peuple, Chine, quoi. ou la Chine, où le peuple va se soulever, et là, il va y avoir une guerre civile, il va y avoir énormément de violence, mais ça sera une violence qui ne sera pas comparable avec le passé, puisque dans le passé, tu avais des arcs et des épées. Aujourd'hui, il y a des armes Ouais. chimiques, il y a des bombes. Enfin, Ouais, mais mais que d'un côté. C'est que du côté des forces de l'ordre. Nous, entre guillemets, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, je pense que les Américains sont aussi attachés aussi à leur droit de porter l'arme, tu vois. Parce que le jour où il y a un gouvernement autoritaire qui. Alors évidemment, c'est pas parce que tu as un petit fusil ou un petit pistolet sous ta commode que tu vas pouvoir rivaliser contre un tank et tout. Mais je pense que déjà, ça dissuade un petit peu le gouvernement de faire usage de la violence. Alors que nous, tu vois bien que dans les manifestations, et pourtant, le peuple français, c'est un peuple qui se révolte. On le voit bien là avec les retraites et tout. Où les mecs sont obligés de faire voter ça la nuit. Que tu vois les mecs qui font des manifestations tous les samedis et tout. Que, au fond, on fait ça, mais tu te fais mutiler, tu te prends des coups de flashball, tu vois des journalistes qui se sont agressés et tout. Et qu'on n'a pas forcément de réponse, tu vois, à part brûler des poubelles. ouais, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la première étape pour tout gouvernement qui veut devenir autoritaire, c'est de prendre les armes. Tu dis aux gens, non, Ouais. mais en fait, on va prendre vos fusils pour votre propre sécurité parce que c'est trop dangereux, vous vous tuez trop entre vous. Ouais. Derrière, ça prépare le terrain, et puis ensuite, quand tu fais passer des mesures qui sont inacceptables, bah, tu sais pertinemment que les mecs, ils n'auront rien pour te défendre. C'est pour ça que les Ouais. Américains, comme tu dis, sont aussi rattachés au second amendement. C'est que, contrairement à ce que tu dis, et je sais que c'est quelque chose qui est vachement répandu dans l'imaginaire collectif de «Ah, mais c'est pas parce que tu as une arme à feu que tu vas pouvoir te défendre contre le gouvernement ou les forces militaires». C'est Mhm. faux. Mhm. Parce qu'en fait, quand tu regardes, il y a plus d'armes à feu aux États-Unis que de personnes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 300 millions d'armes à feu aux États-Unis. Je te garantis que le Ouais. militaire ou le flic, quand il toque à une porte, il se dit putain, je vais me faire Ouais. exploser le crâne, il y va plus, hein. Il dit non, non, il Ouais. pose le dossier, il dit moi, j'obéis plus, hein, j'ai pas envie de mourir. Tu vois, c'est aussi Et- à l'échelle individuelle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le Vietnam a botté le cul des États-Unis, alors qu'ils étaient 100 fois moins nombreux, ils avaient 10 000 fois moins de moyens. C'est que tu peux Ouais. pas gagner contre une population armée, ça marche pas. Ouais. Et c'est une population qui est prête à mourir Bien pour sûr. ça, quoi. Qui préfère mourir libre que vivre en tant qu'esclave, c'est clair. C'est un peu pessimiste comme constat quand même. Qu'est-ce qu'un mec ou une fille d'ailleurs peut faire au quotidien? Maintenant, on voit beaucoup de gens qui prônent aller, des mecs qui se mettent à la boxe, au sport de combat, tu vois, un mode de vie un petit peu plus aller sortir, je sais pas, méditer, etc.
Est-ce que tu penses que ça vaut le coup, ça marche? Ou alors évidemment, ce sera jamais négatif hein, de faire de la méditation, d'aller apprendre à te défendre et tout. Mais toi, si tu avais des conseils à donner aux gens pour qui écoutent ce constat un petit peu fataliste et qui veulent, entre guillemets, essayer de s'en sortir, en tout cas, si ça arrive, ne pas être subir et pouvoir être en manière de riposter, quoi. Bon, déjà, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de l'action groupée. Il y a beaucoup de gens qui vont te vendre Ouais. des idéologies en disant rejoins ma cause de marxiste ou rejoins de ma cause de souverainiste de droite et on va changer le monde. Ça marche pas comme ça. Ouais. Les systèmes s'organisent pas comme ça. Ça part de l'individu. Donc tous les conseils Ok. de se recentrer sur soi-même, devenir meilleur, ça c'est très bien. Par contre, on tombe souvent derrière dans le biais de, moi ce que j'appelle le biais de l'Ubermensch, qui est qu'en fait tu te ressens tellement sur toi-même que tu deviens égoïste. Et tu en oublies qu'en Ouais. fait tu es censé devenir meilleur pour le groupe. Tu es censé devenir Ouais. meilleur pour tes proches, pour ta famille, pour tes futurs enfants, etc. Donc une fois que tu as accumulé de la force, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, cette volonté de puissance, tu la dépenses pour les autres, pas juste pour toi. Ouais. Tu vois, Oui. l'individualisme, c'est aussi un des cancers de la société occidentale. Mais il y a aussi le fait que, effectivement, tu ne vas pas pouvoir être utile pour les autres si tu es faible. Donc il faut réconcilier les deux, être fort et être généreux. Au quotidien, concrètement, je sais pas, je me dis, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, tu vois. Alors, je pense qu'évidemment, aller à la salle de sport et tout, ça aide. Mais des fois, tu as un peu tendance à te surestimer. Tu te dis, ah, ça y est, je suis fort à la salle de sport, je suis un surhomme. Alors que bon, ça te prépare pas non plus. Si un mec te met une droite à riposter et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Je sais pas, les sports de combat ou quoi? Est-ce que tu penses à faire du tir, des trucs comme ça? Alors, le tir, on va garder ça sous verrou parce que c'est un petit peu touchy là où je suis, donc j'ai Ok, pas envie de finir sur ok, une ok. liste. Par contre, pour tout ce qui est sport de combat, j'en ai fait. J'en ai fait Ok. suffisamment longtemps pour savoir me défendre. J'ai eu une période un peu complexe de ma vie où je me faisais quand même pas mal casser la gueule à la récré. Donc j'ai aussi dû apprendre à me défendre Ok. d'autres façons. Donc j'ai plutôt confiance en moi dans ce qui est combat à main nue, ça va, je me débrouille. Par contre, je suis aussi un pacifiste dans le sens où j'aime pas faire mal aux gens. Ça m'a Ok. toujours saoulé de devoir péter la gueule à un mec pour qu'il me laisse tranquille. Moi, j'ai toujours préféré la discussion. De dire non, mais en fait, vas-y, viens, on Ouais. en parle, tu vois. Moi, mon truc préféré, que je fais très bien, c'est je me fais embrouiller par 4 mecs, au bout de 10 minutes, on discute, on est potes. Bien. Ah ouais. Je retourne le truc. Et en général, la façon qui marche très bien, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que les gens qui cherchent la Ok. merde s'en prennent aux proies. Si tu leur montres que t'es pas une Ouais. proie, ils vont pas prendre le risque. Et au contraire, ils vont vouloir devenir ton pote. Ça, c'est Ouais. la solution une fois que tu as la force. Une fois que tu as suffisamment de force en toi pour te dire, même si ça part en couille, je vais pouvoir gérer. Et là, tu es beaucoup plus relax, là, tu es tranquille. Il y a beaucoup de mecs qui portent en eux un mal-être qui se sent et qui, du coup, fait d'eux des victimes. Je pense à tout ce qu'on est en train de se discuter là et je me dis, mais parfois, de dire ça, tu passes pour un complotiste, un fasciste, un masculiniste, un incel, etc. Comment t'expliques que des choses enfin pour moi, me semble, je pense pour nous deux, nous semblent censées, pour les gens qui nous écoutent, je pense jusqu'ici, ils sont toujours là et qui sont pas mis en pouce rouge et qui sont partis, censés de se dire, sois meilleur, utilise ta force pour le groupe, un peu le délire de Jordan Peterson de dire il faut être dangereux mais l'avoir sous contrôle, etc. Comment t'expliques que pour la majorité des gens, ce soit des idées limite dangereuses, tu vois? C'est alarmant parce que toutes ces idéologies-là, aujourd'hui, tombent sous la droite. Tu vois, si t'es pour le développement personnel, t'es de droite. Si t'es pour être fort, t'es de droite. C'est intéressant quand même. Je pense que les gens de gauche devraient se poser des questions et se dire, mais en fait, pourquoi ces valeurs-là ne reflètent pas Mhm. moi ce que j'aimerais avoir dans la vie? Parce que si tu Mhm. regardes, là je suis à fond dans la littérature marxiste, les marxistes d'il y a 200 ans, c'était en mode Ouais. ne laissez jamais le gouvernement prendre vos armes, soyez forts, la révolution par la violence, etc. etc. C'était pas les gauchistes qu'on se Mhm. tape aujourd'hui en France. Il y a eu une Ouais. transvaluation, comme dirait Nietzsche, qui fait qu'on a un pan entier de la société qui en fait n'est pas vraiment de gauche, c'est juste des pacifistes et c'est des pro-gouvernement. C'est-à-dire que eux, pour eux, la maintenance du statu quo, donc de l'équilibre et du gouvernement en place, avec une société qui, même si elle n'est pas parfaite, l'est suffisamment pour ne pas être horrible, c'est plus important Ouais. que d'avoir une meilleure vie que de se développer. Donc en fait, instinctivement, sans s'en rendre compte, dès que quelqu'un comme toi et moi commence à dire non, mais on peut faire mieux, on peut se développer, la force en soi, tout ça, c'est dangereux parce que Mhm. ça met en danger leur statu quo et leur petite vie plan-plan, et ils sont prêts à tout pour défendre ça. Mhm. C'est une question que moi je me pose beaucoup parce qu'effectivement, c'est un débat que j'ai eu par clash interposé avec Marie Fitness qui disait que et il n'a pas tort, beaucoup dans les sports de force, power, strongman et compagnie, il y a beaucoup de droits d'art, racistes, fachos, tout ce que tu veux. Et effectivement, c'est vrai, il y en a, mais
comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, toutes ces valeurs du développement de soi, de la force, etc., sont par association des valeurs qu'on attribue plus à la droite. Et moi, la question que je me pose souvent, c'est, enfin pas souvent, mais que j'essaye de me poser, c'est comment tu peux, alors soit se dire être de gauche, être un modèle pour les gens, tout en ayant ces valeurs, et pas tomber dans ce piège de finir droitard ou facho ou extrême droite, ou alors tout simplement juste égoïste. Peut-être le mec qui se dit, bah moi je vais juste m'aider moi, limite ma communauté proche, ma famille, et les plus simples de ma famille, tu vois. Et toujours garder peut-être cette idéo sans tomber dans le, tu vois, le ressentiment, la rancœur, de se dire que si les gens ils s'en sortent pas, parce que quand tu as cette mentalité, on en revient à ce qu'on disait au début, d'être exigeant avec toi-même, tu as tendance à avoir du ressentiment pour les gens qui n'ont pas ce même niveau d'exigence. Et je pense que le plus dur, c'est, comme tu l'as dit, c'est de t'élever toi-même et de tendre la main non seulement aux gens qui te ressemblent, donc c'est plus facile de tendre la main à, tu vois, des gens qui sont aussi exigeants avec eux-mêmes, qui travaillent et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour arriver au stade plus haut, mais de tendre aussi la main au mec qui est à la colline du crack et qui est tombé dans l'alcoolisme parce que sa femme l'a quitté et qui veut pas s'en sortir, tu vois. Donc, alors, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais j'aimerais bien avoir ta perspective là-dessus sur comment tu arrives à tendre la main à ces gens-là aussi, tu vois. Je pense que là, on peut appliquer un principe chrétien qui est intéressant. C'est ce que Jésus disait, je vois en vous une partie de moi. En chaque chrétien repose une partie de moi. Quand tu as ces valeurs-là, forcément, c'est que tu te dis, la façon dont je mène ma vie, elle est supérieure et elle est bonne. Ça, déjà, c'est super important, parce que ça veut dire que tu établis ta propre moralité comme bonne. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ça, qui disent, non, non, chacun vit sa vie comme il l'aime, il faut pas juger. Ça, c'est des conneries. Effectivement, il n'y a pas une bonne façon de mener sa vie, mais il y a des valeurs transcendantes qui font que ta vie va être bonne, vertueuse. Tu vas pouvoir aider les gens. Une fois que tu as ça, et puis, tu peux regarder... Sans te couper, juste pour revenir sur ce sujet, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile aux gens de s'accorder en disant qu'il y a des bonnes valeurs. Tu vois, ils ont du mal à dire que ça, c'est meilleur que ça. Par contre, on est tous d'accord pour s'accorder sur des trucs que ça, c'est plus mauvais que ça. Tu vois. Donc forcément, s'il y a des trucs qui sont plus mauvais, c'est qu'il y a des trucs qui sont meilleurs que d'autres. Sinon, tu peux pas dire qu'une culture qu'elle est mauvaise par rapport à une autre culture. Tu vois. Mais beaucoup de gens vont avoir du mal à dire « Ah, telle culture est moins bonne par rapport à telle culture ». Mais par contre, tu auras beaucoup plus de facilité à dire que la charia, par exemple, c'est mauvais comme culture. Tu vois. Alors que t'as du mal à dire que la culture européenne ou notre culture est meilleure que notre culture. Alors, c'est juste pour ça, pour faire un petit peu le raisonnement inverse, les gens qui ont du mal à dire que tel truc est meilleur que tel truc. C'est cool. Et ça, de toute façon, il faut y arriver au bout d'un moment. Les jugements de valeur s'établissent et la plupart des gens sont trop lâches pour dire ça, c'est le meilleur parce que c'est trop exclusif. C'est trop facile de se faire contrer quand tu as un meilleur et puis des tonnes d'exemples autour. Alors que si tu dis ça, c'est le moins bon, ça passe. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc effectivement, il faut travailler là-dessus. Et je pense effectivement qu'arriver à un point où tu peux dire, bon bah voilà, ça c'est la meilleure façon de mener sa vie, ça va t'aider toi et les autres. Et une fois que tu arrives à ce point-là, tu peux regarder quelqu'un qui est l'exact opposé et qui mène sa vie n'importe comment et dire, ce n'est pas toi le problème, c'est la façon dont tu mènes ta vie. C'est pas l'humain le problème, c'est les valeurs qu'il porte. Et quand tu vois ça, tu te dis, tout le monde peut changer. Ce mec-là, à la colline du crack, qui est un déchet humain, il faut dire les termes, un déchet, on peut le transformer. Moi, j'ai vu ça, les États-Unis, c'est le pays du crack. T'as des gens addicts à des roues. Moi, je peux te dire, je traverse des trucs en Alaska, des rues en Alaska, il y a des drogués partout, c'est une horreur. Mais ces gens-là, ils sont comme ça à cause des circonstances. Ils peuvent être transformés, ils peuvent devenir meilleurs. C'est pas des cas perdus. Alaska, je crois que c'est l'endroit aux États-Unis, si je me trompe, il y a plus de taux de suicide des États-Unis. Ouais, les gens sont seuls, le temps, je pense aussi, etc. Ok, donc toi, tu penses que tout le monde peut changer? Tu penses qu'on peut changer tout le monde? Je pense que tout le monde peut changer, mais je pense que tout le monde n'aura pas la capacité de le vouloir. Et c'est là la grosse différence. Tu vois. Je ne suis pas en train de te dire on peut tous être géniaux, on peut tous être des génies. Il y a une raison pour laquelle il y a des gens dans la société qui s'en sortent et il y a des gens qui s'en sortent pas. C'est qu'il y en a qui le veulent plus. Il y en a qui ont plus la niaque, qui ont plus de talent. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de talent sont obligés d'avoir des vies de merde. C'est juste qu'ils ne vont pas forcément arriver à un tel niveau. Et c'est là aussi où effectivement certaines mouvances du développement personnel, moi, me saoulent. C'est les mecs qui disent on peut tous être millionnaires. On peut tous être machin. Non, il y a toujours eu des graphes mathématiquement avec des gens qui sont dans la moyenne, des gens qui sont exceptionnels et des gens qui sont pourris. Le souci, c'est que dans la société aujourd'hui, moi, je vois la moyenne se dégrader vers la gauche. C'est-à-dire que la moyenne, ça devient de plus en plus médiocre et les gens exceptionnels, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est grave. Comment on... ça revient un petit peu ce que vous disiez, mais comment on y remédie? Est-ce que la solution, c'est le repli sur soi et d'aider sa petite communauté et d'espérer que
futur du temps, tu vas créer des gens un peu meilleurs qui vont eux-mêmes créer des gens un peu meilleurs ou est-ce que, je pense que je connais un petit peu ta réponse, mais en fait, le problème, c'est que les gens attendent que ça vienne d'en haut, en fait, que les choses changent d'en haut, alors que, comme tu disais tout à l'heure, ça change de l'individu. Où est-ce que toi, tu te situes sur la question des enfants? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent pas d'enfants, que ça vaut pas le coup, tu vois, de mener ce combat, ou qui pensent que le monde dans lequel ils vont les laisser sera trop pourri. Où est-ce que toi, tu te situes sur cette question? Moi, je suis forcément 100% pro-nataliste. Je veux des enfants, Mhm, j'aurai des enfants, c'est même pas une question. Parce que mhm. pour moi, si tu te maries et que tu as une femme, c'est pas pour jouer au Monopoly, c'est pour avoir des enfants. Au bout d'un moment, c'est le but, c'est de fonder une famille. Euh, Et je pense que les gens qui sont contre, souvent se drapent de bonnes intentions et de moralité en disant « Oh là là, c'est pour sauver la planète ». C'est n'importe quoi, c'est des gens qui sont des égoïstes, c'est des individualistes, ils ne veulent pas avoir de responsabilité, ils veulent pas avoir à s'occuper de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est une mode de pensée qui va mener à la mort de l'Occident parce que on va pas pouvoir mhm. reproduire nos valeurs s'il y a personne pour les reproduire, en fait. C'est simple. Ouais, ouais. Grand remplacement, tout ça, ce qu'ils disent. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu avec tous les gens qui disent, tu vois, je parle pas de toi parce que je suis d'accord avec toi, mais certains, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, de dire ça, je trouve, enfin, je vois pas qui dit ça. Alors, il y en a peut-être, hein, mais je n'ai pas trop d'exemples de gens qui disent ça en France. Mais c'est tous ces gens-là qui vont te dire ça. C'est des gens qui vont te dire, fais tes enfants, etc. Mais eux, pas de femmes, pas d'enfants, tu vois. Et la trentaine, bien passée. Donc, comment t'expliques ça que beaucoup de, on va pas se mentir aussi, de droitards qui disent ça, qui disent oui, trouvez une bonne femme, entre guillemets, qui partage vos valeurs, faites plein d'enfants, etc. Et eux, on apprend qu'ils couchent à gauche, à droite, qu'ils ont la trentaine bien passée, qu'ils sont pas d'enfants encore. Comment t'expliques ce double discours, tu vois? C'est comme souvent, l'humain est hypocrite. C'est qu'ils ont très bien compris qu'il faut avoir une ligne idéologique donnée pour parler à un public de droite, que le public de droite est attaché à la famille nucléaire, aux enfants et à tout ça. Donc il faut leur vendre cette Mhm, salade-là. Et ça veut pas dire que eux, ils vont pas aller se taper de la coke le samedi et se taper des putes. Moi, mhm, je vis ma vie et je donne des conseils basés sur ce que je fais. Je dis aux gens, mhm, prenez-vous une femme, j'ai une femme. Faites des enfants, je vais en avoir. Je suis, pour moi, bien droit dans mes bottes. Jung, et mhm, Nietzsche aussi d'ailleurs, se rejoignaient sur ce point-là, disaient qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un enseignant qui vous dit de faire une chose alors que lui-même ne le fait pas. Et il n'y a rien de plus mhm, énervant que mhm. quand quelqu'un nous vend des grandes valeurs et une grande morale alors qu'on voit avec nos yeux que cette personne-là ne le fait pas. Il y a une Ouais, ouais. déconnexion entre des gens qui prônent des valeurs et après, eux, eux ne le font pas. Donc effectivement, ces gens-là, ils sont dans, dans la même soupe idéologique parce qu'ils découragent aussi les gens de faire des enfants. C'est bien de dire faites des gosses, mais quand toi, ta vie, il n'y a pas d'enfants et que tu te présentes comme ah là, ma vie, elle est géniale, ça encourage pas les gens. Mhm. Je suis d'accord. Je pense que un des traits que les êtres humains haïssent le plus, c'est l'hypocrisie. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, j'ai l'impression que on le supporte aussi pas mal parce que tu vois, je pense que c'est ceux qui la regardent le plus, c'est les politiques, tu vois. L'hypocrisie, c'est que tu les vois au jour le jour, les premiers à te donner des leçons, et puis après, t'entends des scandales de emploi fictif, j'ai détourné les fonds, j'ai utilisé les fonds publics pour acheter ci ou ça, c'est quoi. En fait, je suis d'accord avec le diagnostic, mais j'ai l'impression qu'on tombe un petit peu dans le problème de Nietzsche, de se dire quelle solution on peut apporter, tu vois. En fait, c'est parce que j'ai du mal à avoir ce diagnostic si pessimiste sans pouvoir apporter de solutions aux gens concrètes, tu vois, de trucs qu'ils peuvent faire au quotidien pour s'améliorer. Alors, bien sûr, travailler sur soi, aller à la salle, ça aide, mais je pense il faut aller plus loin, tu vois. Il faut réfléchir à comment sans parler de pour te perdre un peu de liberté financière et tout, mais avoir plus de sources de revenus possibles, tu vois, voir comment tu peux être le plus indépendant financièrement possible, tu vois. Sans dire qu'il faut déménager et pas payer ses impôts, comment tu peux essayer de, ouais, t'en sortir le mieux possible de ce côté-là, tu vois. Au niveau financier, moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de ne pas regarder l'argent qui rentre, mais plutôt l'argent qui sort. La plupart des Euh, gens qui sont dans la misère et dans une situation qui n'est pas tenable, c'est pas parce qu'ils gagnent pas assez, c'est qu'ils dépensent trop. Il y a euh, une façon très efficace de résister à ça, c'est de rejeter le consumérisme. C'est la raison pour laquelle euh, je n'ai pas de sponsor, je vends pas de vêtements, parce que tout ça, c'est dans une ligne consumériste que je n'aime pas. C'est le fait d'acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Moi et ma femme, avant d'acheter un truc, déjà, on se concerte. On a deux cerveaux qui regardent la même information et se disent, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc? Est-ce que tu as encore besoin d'une robe? T'en as 15, des robes. La réponse est non. tu fais ça pour tout? On fait ça pour toute dépense qui est au-dessus de 100 euros, on se concerte, toujours. Ouais. Donc elle va m'envoyer un message avec un screenshot. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, on va y réfléchir. Le produit, il va nulle part. Hein. On va y réfléchir 48 heures.
Si dans 48 heures, on se dit, ouais, on en a vraiment besoin, on l'achète. Oui, Et je te dis ça, ouais. on gagne bien notre vie, hein. On n'est pas au Ouais. SMIC, on a des bons salaires, on a une bonne situation. Et pourtant, on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout à fait conscience que d'acheter des merdes qui servent à rien, qu'on va acheter dans 2 mois, c'est ça qui mène au bout d'un moment à la superconsommation, à la pollution, ça c'est encore autre chose, et derrière aussi à un mode de pensée qui fait que tu t'enfermes dans cette espèce de boucle où, pour te sentir exister, tu consommes. Là, on rejoint un petit peu le côté spirituel. La plupart des gens s'en rendent même plus compte. Leur dieu aujourd'hui, c'est Visa. C'est leur carte bleue. Ils se sentent exister quand ils achètent. Le système adore ça. Ça produit du capital. Ouais. Mais pour toi, en tant qu'humain, c'est une horreur. Si tu arrives déjà à dégager ça, ta vie va être 1000 fois meilleure. Ouais, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on n'entend pas, qu'on entend beaucoup aux États-Unis, mais très peu en France, tu vois. Et je me dis, tu vois, on devrait avoir plus de gens comme toi qui en parlent et qui en parlent en français. Tu penses pas un jour faire du contenu en français aussi pour que tout le monde puisse en profiter à un moment ou à un autre? Le souci, Ou c'est les caméras, que... ils ont qu'à se mettre à l'anglais eux aussi. Bon, déjà, oui, parce que l'anglais, désolé, on en fait Ouais. pendant 10 ans en France, du Ouais, CP jusqu'à la terminale, et le niveau est ridiculement bas, donc ça, c'est Ouais. pas normal, les gars, C'est vrai. chauffez-vous. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, c'est un plus sur un CV. La plupart des Français, ils mettent anglais sur leur CV, ils arrivent, À deux. hello, how are you? Vas-y, le recruteur, il écrit anglais 0, et tu vas pas être recruté, hein. Moi, j'ai appris l'anglais en regardant des cartoons. Je regardais Adventure Ok. Time en anglais avec des sous-titres. C'est Ok. comme ça que j'ai appris l'anglais. N'importe Ouais. qui peut, hein. Ça m'a pris un an, hein. Et après, je suis parti en échange, voilà, mais tu pars, je sais pas, à Londres ou je ne sais quoi, tu parles anglais. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais Ouais. l'anglais, c'est important. Derrière, j'ai pas le temps, en fait. Je fais déjà tout mon Oui. contenu en anglais, je travaille 50 heures par semaine, je m'entraîne 20 heures par semaine, j'ai une femme. Je peux pas en plus faire des vidéos en français, c'est pas possible. Si on reparle un petit peu, changer un petit peu par les muscu, c'est quoi tes objectifs en muscu maintenant? Là, je suis rentré dans une période de prise de masse. Ça fait longtemps que j'ai Ok. pas pris de poids. Donc, j'ai commencé ma prise de masse, j'étais dans les eaux de 93-94 kilos. Et là, je suis en train de gentiment monter. Et vraiment, c'est une prise de masse à la cool, hein. Je suis pas en train de prendre Ok. 1 kilo par mois, hein. C'est tout doux. Je prends des performances. Là, j'ai gagné quasiment 10 kilos sur mon soulevé de terre, 20 kilos sur le soulevé de terre roumain. J'ai mis 5 kilos sur le curl. Alors, pour plein de gens, on va dire 5 kilos, c'est pas beaucoup. À mon niveau, 5 kilos sur un curl, un mouvement mono-articulaire, c'est Ouais. énorme. Et après, pour les objectifs, je veux 50 cm de tour de bras. Je veux des jambes tellement énormes que tu les regardes, tu fais waouh, c'est quoi ça? Là, déjà, mes jambes, elles sont à. Alors, la conversion sera impossible, mais elles sont à 28 inches. Donc, je sais pas à quel point c'est gros, mais Ouais. en fait, moi, Je la vois un peu. musculation, pour moi, c'est le muscle. Je vais être énorme. Ouais. Mais en restant naturel. Donc, voilà. Moi, je continue la muscu, je kiffe et je progresse, donc tout va bien. Et tu dois pas faire de la compétition à un moment donné. Bah, la compétition, j'en ferai le jour où il y aura des compétitions avec des standards pour les natifs. Parce que Ok. demander au mec de se ramener à 8% de body fat sur scène avec des striations Ouais. aux fesses pour que le gars il se ramène, il Ouais. fasse 60 kilos, moi je vois pas l'intérêt, hein. Et qu'est-ce que tu penses du posing? Parce que moi, ça me chaufferait de faire une sèche, de voir que je peux pousser mon physique là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, clairement. Donc je me dis, ce serait bien d'aller faire une compète pour se tester, mais j'ai vraiment aucun intérêt, en tout cas, hein. Je sais pas que ce sera jamais, mais pour ça, pour le posing. Tu vois, autant j'adore les corps massifs et tout, ça, je respecte à fond le taf, mais genre, s'il faut apprendre le posing, ça me casserait les couilles, tu vois, clairement. Bah, moi, le posing, j'y connais rien. Ouais, ouais, ok. Rien du tout. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, si tu veux vraiment montrer le maximum de ton physique, le posing, c'est un peu des tours de magie, quoi. Il y a certains angles à avoir. Des fois, tu fais des petites carabistouilles où tu pousses avec ton dorso sur ton triceps pour qu'il ait Ouais. plus gros. C'est important. C'est important si tu veux une belle statue, il faut qu'elle soit posée de façon correcte. Même si la statue, elle est magnifique, si tu la mets de côté avec un drap sur la tête, ça va pas marcher. Mais moi, personnellement, je fais mes doubles biceps, voilà, j'y connais pas grand-chose, mais ça passe, hein. Ouais, mais même tu sais, pour les gens qui nous regardent, je pense que tu fais ton gym selfie, tu vois, tu veux flex un petit peu dans ton tel et tout. Je pense que c'est utile un petit peu de connaître un petit peu tes meilleurs angles et tout. Moi, je vois mes potes qui font du contenu et qui sont body. J'ai l'impression, eux, à chaque fin de séance, ils se font une petite mini séance de posing, tu vois. Et moi, c'est un truc, j'ai pas du tout le réflexe. Mais ça me chaufferait bien de faire une petite période, je pense, après ma prochaine compétition, de vraiment faire une petite période d'hypertrophie et de voir jusqu'où, à quoi il ressemble ton vrai physique sans la petite couche de gras qu'on a tout le temps, tu vois. Ouais, c'est faire une bonne grosse cut au moins une fois dans sa vie, c'est important. Moi, je sais que je la ferai peut-être Ouais, plus tard parce que pour le moment, je suis dans la masse. Mais pour tout ce qui est des angles, de toute façon, naturellement, tu vas détecter quels sont tes angles. Moi, je sais que par exemple, les poses de face, comme j'ai des hanches et un bassin très large, ça passe pas. Large. Ouais, moi aussi.
Donc du coup, tu décales. Tu pivotes les hanches pour que tu vois plus de profil et là, ça passe tout mieux. Bon, on a pas mal parlé, NH, de tout ce que je voulais un petit peu parler. Quel conseil tu donnerais un petit peu pour revenir sur ce qu'on disait, pour les gens qui veulent, voilà, peut-être qui n'ont pas la chance de s'entourer de personnes qui pensent comme eux à ce niveau-là, pour essayer de, voilà, peut-être développer un petit peu plus, que ce soit spirituellement. Alors, la salle, on en a parlé, je pense qu'il y a énormément de contenu, mais ouais, sortir un petit peu de cette mentalité qu'on critiquait un petit peu tout à l'heure. Pour ceux qui ont de la chance et qui du coup n'ont même pas vraiment besoin du conseil, normalement, tu as eu un père ou tu as eu des pères qui t'ont donné des conseils et qui t'ont mené sur la bonne voie et naturellement, normalement, ta vie est sur les bonnes rails. Pour beaucoup de gens comme moi, par exemple, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut trouver ses propres repères. Espérer trouver des gens autour de toi qui vont avoir les mêmes valeurs quand toi-même tu ne les as pas encore, ça marche pas. Donc, il va falloir faire une traversée du désert, il va falloir se trouver soi-même, parce que Nietzsche, finalement, c'est ça l'Ubermensch. L'Ubermensch, c'est pas avoir des gros bras ou être un tchad avec une grosse bite et un gros compte en banque. C'est se trouver soi-même, c'est trouver ses propres valeurs et les vivre. Une fois que tu as fait ce travail-là, qui est ultra important et que beaucoup de gens ne font pas, et que tu as dit qui tu veux être, tu peux devenir qui tu souhaites devenir. Et une fois que ça c'est fait, normalement, magnétiquement, tu vas attirer des gens qui vont te ressembler. Parce que tu vas tellement briller que, en fait, naturellement, des gens qui vont vouloir te ressembler vont te rejoindre. Et une fois que tu as des enfants, tu te rendras aussi compte que les gamins, on les éduque pas avec la parole, on les éduque par les actions. Si tu es un bon père de famille et que tu es solide, tes gamins seront solides. Ouais, tu crois? Parce que j'écoute beaucoup de podcasts et tout, et j'ai l'impression aussi que les mecs solides qui réussissent bien, par exemple, dans le business, qui finissent par être millionnaires, milliardaires. Souvent, leurs enfants, ça finit par être des putains de ratés accros à la coke qui tournent mal, tu vois. Et la question qui se pose tous entre eux, c'est comment tu fais quand tu viens de rien et que tu réussis à avoir de l'argent pour que tes enfants, euh, eux, forcément, tu veux pas les faire vivre ce que toi t'as vécu, tu vois. Tu veux, entre guillemets, qu'ils profitent de ta réussite sans trop les spoiler parce qu'après, ils auront aucune valeur de l'argent et ils vont mal finir, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'effraie si tu te dis, si un jour je réussis bien, comment mes enfants ils vont faire? Parce que je me dis que tu vas pas les mettre à la mosquée pendant un an à vivre comme toi t'as vécu avec 300 € par mois, tu vois. Donc comment tu réfléchis à cette question, toi? En fait, moi, dans ma cellule familiale, on est passé par quasiment toutes les strates sociales. Mon grand-père, il était dans le prolétariat, il travaillait dans la construction et le bâtiment. Ma mère, elle était classe moyenne, elle travaillait dans les banques. Et moi, là, avec ma femme, on va être classe upper moyenne, donc on ne va pas être ultra riche, mais on sera vraiment bien financièrement. Je pense que à partir du moment où tu conserves des valeurs de travail et que tu laisses pas l'argent te monter au cône, tes enfants vont bien se sortir. Je pense que la plupart de ces mecs-là, les Elon Musk, qui ont des gamins qui partent totalement en couille, c'est parce que, un, ils s'en occupaient pas. Ils avaient des nannies de Jamaïque qui s'en occupaient et eux, ils les voyaient une fois par semaine. Et deux, sans s'en rendre compte, ils leur ont transmis des valeurs dégueulasses. Ils leur ont transmis des valeurs de matérialisme, de il n'y a rien qui compte à part l'argent. Et naturellement, l'enfant qui n'a pas eu la vie difficile n'a pas l'ambition. Donc du coup, sans l'ambition avec les valeurs capitalistes, ça devient une merde. Moi, je pense que mes gamins, ils sauront pas qu'on est riche. Enfin, je veux dire, ça peut paraître con, mais l'argent, pour les enfants, ça veut rien dire. Ils auront de la nourriture, ils auront un toit au-dessus de la tête, et c'est tout. Tu vois, je vais pas les gâter, ils n'auront pas des voitures à 14 ans, comme je vois des gens ici qui ont de l'argent, qui font à leurs gamins. Ils auront suffisamment pour vivre, et derrière, je te dis, si je peux les faire galérer, je vais les faire galérer. Hein. Je vais pas les mettre à la mosquée pendant un an, mais je peux leur dire, essaye de partir un an en Europe. Vois comment ça va te forger, en fait. Moi, le jour où je suis devenu un homme, c'est le jour où je suis rentré de mes courses. J'ai posé mes courses sur la table et je me suis dit, putain, c'est moi qui ai payé pour la bouffe. Et là, si la cuisine pas, je mange pas. Voilà. Là, t'es un homme. Là, t'es tout seul, t'es indépendant. Et s'il y a personne derrière toi pour te gérer, et ben ta survie, elle dépend de toi. Je pense qu'une fois que t'as vécu ça dans ta vie, t'es bon. Ouais, je pense que le premier appart, c'est... je parle pas à la première résidence étudiante, tu vois. Mais le premier appart où tu payes le loyer et où tu reviens de tes courses, tu poses les clés sur la table, plus content, tu fais OK. Ouais, je pense que c'est ce moment-là aussi. Qui, moi, pour moi, est venu tard. Hein. Il est venu fin de mes 25 ans, tu vois. Et c'est d'ailleurs, pour rejoindre ce qu'on disait, un des fléaux de la société moderne aujourd'hui, c'est que ce moment vient de plus en plus tard ou il vient jamais. On est dans une société qui nous cocoune tellement, qui prend tellement soin de nous que à aucun moment tu ne te sens responsable de ta propre vie parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te sauver. Le jour où tu réalises qu'il n'y a personne pour te sauver, t'es tout seul, c'est bon, t'as grandi en fait. Parce que c'est une illusion, hein. Il y aura jamais personne pour te sauver. Le gouvernement, les autres, t'es tout seul. Ouais, mais je me dis, en tant que parent, quand même, t'as envie d'aider ton enfant, tu vois ce que je veux dire? Je me dis,
Alors, on est deux mecs qui parlent de ça sans avoir d'enfant, donc ça aurait été bien d'avoir la perspective d'un parent, tu vois. Mais je pense que même si tu dis ça, quelque part, si tu vois ton enfant galérer, naturellement, instinctivement, tu vas avoir envie d'aller lui tendre la main, tu vois ce que je veux dire? Il y a galère et galère. Il y a Ouais, galère en mode ta vie est en danger et t'as pas de quoi manger. Et il y a galère dans le ouais, sens où tu vas pas pouvoir te payer une part de gâteau, ou tu n'auras pas ouais. ton petit jouet, je ne sais quoi, qui te fait envie. Il y a un juste Ouais. milieu. Hein. Je suis pas en train de dire que mes gamins, je vais Oui. les affamer et les nourrir de biscuits. Mais il faut pas abuser en fait. C'est le problème, c'est que Ouais. l'argent, ça pourrit. Et surtout quand tu l'as pas gagné. Parce que l'argent, quand tu l'as gagné, tu connais la valeur. Tu vois, t'as sué. Ouais. Moi, je sais qu'un truc que ma mère faisait, c'est qu'elle me montrait les prix des produits. Elle me disait, regarde le prix de ce que tu veux. Ça, c'est tel temps de travail pour moi. Tu vois, ça m'a permis de relativiser et de me dire, Et d'accord, tu vois, ça tombe pas des arbres. Ça, c'est la phrase que j'ai entendue le ouais. plus dans ma vie. Hein. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Ça, maintenant, Ouais, c'est non, bon, je l'ai pas... compris. Ouais. Ouais, c'est une petite phrase comme ça que les parents ils disent, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je viens de penser à un truc là. Pour, pour contextualiser ce qu'on vient juste de dire, un bon exemple à donner serait par exemple, ton gamin, il fait ses lacets. Il essaie de faire ses chaussures. Le truc à ne pas faire, c'est de, à la seconde où il galère, se jeter à ses pieds et les faire pour lui. Parce que tu lui apprends en fait que quand ça va mal dans la vie, qu'il y a des problèmes, il y aura toujours quelqu'un pour les résoudre. Sauf que ce n'est pas vrai. Donc tu le laisses galérer et jusqu'au moment où il commence à être frustré et ensuite tu lui apprends. Mais c'est bien de laisser les enfants et les gens en général faire leur propre expérience parce que d'ailleurs ça construit un adulte qui va être dans la débrouille. Tu vois, la débrouille, c'est trop important. Qu'est-ce que tu penses, toi, des réseaux sociaux pour les jeunes? Parce que moi, j'en parlais avec Rob il y a pas longtemps, parce que lui, pour le coup, il a des enfants, et il me dit, ouais, mais les enfants, ils regardent pas la télé, enfin, non, pas, ils regardent pas la télé, mais ils ont pas de téléphone, et pas d'iPad, tout ça, pas de réseaux sociaux et tout. Je dis, mais ça, c'est bien beau quand ils ont 5 6 ans, tu vois, mais quand ils vont arriver au collège, tous leurs potes, ils auront TikTok 2.0, j'en sais rien et tout. Il y a un moment où ça va devenir inviable, tu vois. Donc, toi, même si tu fais barrière et que tu t'autorises pas chez nous, moi, je vois que j'ai. Alors, je sais pas si peut-être t'avais écouté ça, mais une amie de la famille qui, pour le coup, sa fille doit avoir 7 ans, tu vois. Et jusqu'à peu, il lui confisquait le téléphone le soir avant de dormir et pas de wifi, tu vois. Et dans ma tête, c'était inconcevable. Mais en soi, si tu veux, c'est là où tu es obligé d'aller, si tu veux être vraiment contre les réseaux sociaux et tout. Toi, où est-ce que tu en es sur cette question de se dire, est-ce que tu veux vraiment les priver de l'accès à la technologie, quitte à ce que quelque part, si t'as pas accès à ça, tu t'ostracises un petit peu tout seul. Surtout, je pense, dans les années où toi et moi, on aura des enfants en âge de euh, utiliser tous ces outils. Comment tu vois ça, toi? Bah, le plus important pour moi, c'est les années formatives. Donc, c'est les années entre 1 et 5 ans. Donner une tablette à un gamin pendant cette période-là, c'est criminel. Parce qu'en fait, tu lui Ouais. détruis le cerveau. Aujourd'hui, moi, j'ai un ami qui est enseignant en maternelle et en primaire. Il me dit, je vois tout de suite la différence entre les enfants tablettes et les enfants qui ont grandi sans. Les enfants tablettes n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle une abstraction. C'est-à-dire de se détacher du matériel et essayer de comprendre quelque chose dans la tête. Les maths, par exemple, c'est de Et... l'abstraction. Tu vois. Si je te dis 2 plus 2, bon, tu peux compter sur tes doigts, tu vas me dire 4. Mais si on Ouais, commence à faire 40 plus 40, c'est de l'abstraction pure. ouais, T'as pas de matériel devant tes yeux pour compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 40 plus 40 pour dire 80. Tu vois. C'est tout ouais. dans la tête. Des gamins avec des tablettes, tu leur dis 2 plus 2, 4, ils vont être capables. Tu leur dis 4 plus 4, ils vont dire je sais pas. Parce qu'ils sont pas capables de recouper l'information pour la doubler. Ça, c'est horrible. Parce que quand tu n'es pas capable d'abstraction, tu n'es pas capable de penser. Donc tu es littéralement amputé d'une fonction qui est vitale. Il y a un test qui m'avait fait peur. C'est qu'ils avaient demandé à des gamins de 10 ans s'ils avaient la capacité de se représenter une pomme dans leur tête. Tiens, si je te dis pomme, est-ce que tu arrives à voir une pomme en 3D là Ouais, devant toi? Il y a ouais. 20 ans, tous les enfants disaient oui. Aujourd'hui, la moitié disent non. Tiens, Apple. Ils voient le logo Apple. ils voient le logo Apple. Et ça a commencé avec ma génération, puisque déjà à ma génération, je me rappelle des enseignants qui tiraient l'alarme en disant, nous, on a des enfants en maternelle, quand on leur demande de dessiner des humains, ils nous font des monstres. Ils nous font des créatures Oh. bizarres. Ils n'arrivent pas à se représenter la forme humaine. Parce qu'en fait, on était tellement abrutis au cartoon que le cartoon te donnait une idée complètement déphasée de ce qu'est un corps. Donc, t'as le bonhomme bâton de base, et puis après, t'as la capacité de créer un humain avec des membres. Les gamins n'y arrivaient pas, donc ils mettaient la tête à droite, l'épaule à gauche, ils n'arrivaient plus à se représenter un corps humain. On est en Ok. train de vivre ça avec les réseaux sociaux. Tout ça pour te dire que moi, mes gamins, ils n'auront pas accès à ça, c'est sûr. Au moins jusqu'à leurs 7-8 ans. Et derrière, périodiquement, un petit peu de télé par-ci par-là. Je contrôle ce qu'ils regardent. Internet, c'est mort.
pas avant au moins 12-13 ans. Moi, je sais que c'est là où j'ai découvert Internet, c'était déjà trop tôt parce que j'ai vu des horreurs avec contrôle parental. Mais... Ah ouais, tu vois, ouais, j'imagine qu'il y aura plus de devices où tu pourras plus régler ça, parce que j'ai l'impression que... Enfin, si tu viens un téléphone, c'est fini, tu vas pas pouvoir l'empêcher d'aller sur Internet, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ils auront pas leur téléphone. Ils auront ce que Ah moi ouais. j'ai, c'est le PC familial dans le salon que tout le monde peut Ouais, voir. mais ça, c'est l'époque où on avait ça, tu vois, je me dis, tu sais, que tu vas aller à l'école... Moi, en fait, ma mère était comme ça au début. Et puis après, quand je suis allé au collège tout seul, et qu'elle devait me joindre, bah, elle m'a filé un téléphone, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était quoi ton téléphone? C'était une merveille Ouais. technologique qui joignait la NASA? Non, mais Ou parce que c'était ça un vieux existait Nokia pas. dégueulasse qui envoyait des Ouais, SMS? mais maintenant, tu veux acheter un Nokia, comment t'achètes un Nokia maintenant? Mais t'inquiète pas, ça se trouve, hein. Moi j'en ai encore un vieux Nokia, il marche très bien. Tu le gardes pour tes enfants? Mais bien sûr. Bon, par contre, le truc, c'est que tu passes un peu pour un dealer de drogue quand tu te balades avec. Ouais, ouais, de ouf. Bon, Ouais. après, bien sûr, il Avec faut le pas beeper. abuser non plus. Il faut pas les priver de technologie au point où ils deviennent abrutis parce que malheureusement, sur le marché du travail Ouais. aujourd'hui, ils vont entrer en compétition avec des gens qui sont connectés à H24 et Bah oui, c'est ça. qui ont des capacités que eux n'auront pas. Donc, c'est bien de leur donner l'outil technologique, mais aussi de leur apprendre à ne pas être complètement addict. Moi, quand je vois des gamins aujourd'hui, ils sont comme ça sur leur téléphone, et pas que des gamins, des adultes aussi, je trouve ça Ouais, triste. ouais. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que... Enfin, je pense, même c'est sûr que... En fait, ils vont s'adapter, tu vois. Si plus tard, on pense qu'on va vivre dans un monde... aujourd'hui, ça nous semble tellement impossible, mais tu vois, Ready Player One, où les gens passent... Moi, je suis persuadé que ça va finir comme ça. Je sais pas si tu as vu ce film. Où en fait ils passent plus de temps dans l'espèce de metaverse, ils ont des lunettes et ils passent tout leur temps là-dedans, ils travaillent à l'usine la journée, ils vivent dans un taudis, on dirait vraiment les bidonvilles en Inde ou au Brésil, tu vois, et ils sont contents parce que quand ils ont fini leur taf à l'usine, ils mettent leurs lunettes et quand ils sont dans le metaverse, ce sont des gens stylés, tu vois. Où ils n'ont plus rien à foutre d'être quelqu'un de stylé entre guillemets, qui a du statut, beau gosse et tout dans la vraie vie, tant qu'ils ont cette illusion dans le virtuel. Et je pense qu'on en est carrément là-dedans où aujourd'hui les gens ont plus d'attention à leur profil Insta que à ce qu'ils ressemblent dans la vraie vie, tu vois. Et je pense que quelque part, ce qui va faire la différence entre les gens qui vont plus s'en sortir dans le futur, dans les 10 ans à venir, et ceux qui vont galérer, c'est ceux qui arriveront le plus à pas être du coup esclaves de ces technologies, mais à arriver à filtrer, tu vois, à arriver à faire le tri dans toutes les informations qui sont possibles. Surtout maintenant, on a de plus en plus l'IA, ChatGPT et tout, où on va avoir de plus en plus de mal à distinguer ce qui est fait par les êtres humains de ce qui est fait par l'IA, tu vois, où tu vas de plus en plus devenir obsolète. Là, ce qui est fascinant là-dedans aussi, c'est que moi, je pensais avec l'IA, je pense que la plupart du temps, se disait, ouais, les métiers créatifs, c'est ce qui va nous rester en dernier, tu vois. C'est vraiment ce que là où la machine n'arrivera pas à faire. Et tu te rends compte avec ChatGPT et Midjourney, etc., que c'est le premier truc qui est remplacé. C'est le truc créatif où maintenant tu peux avoir des images en intelligence artificielle qui sont hyper stylées en 2 secondes. Tu peux avoir du texte, tu peux avoir des poèmes, des trucs. C'est le premier truc qui est remplacé, tu vois. Et je me dis peut-être que ces enfants qui ont accès très tôt à la technologie, en fait, seront complètement agiles. Et alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, seront complètement agiles et seront les plus à l'aise avec les technologies, ceux qui s'en sortiront le mieux, et que si toi t'empêches ton enfant d'avoir accès à tout ça pendant des années, ils vont prendre du retard par rapport à ces gosses-là qui seront complètement inaptes dans le vrai monde, mais de toute façon le monde tel que toi et moi on l'a connu, peut-être qu'au final tout sera technologique, et ils seront peut-être en retard par rapport à tous ces gens-là qui, ok, peut-être tu leur demandes de colorier ou de dessiner un bonhomme, ils seront pas à l'aise, mais par contre tu leur mets une tablette, un téléphone, les mecs ils sont complètement ambidextres dès demain, tu vois. Ouais. Bah après, c'est la question de quel est l'humain de demain et quel est le monde de demain. Dans un monde où Ouais. effectivement l'humain aura de moins en moins de masse musculaire, de plus en plus finalement de capacités tactiles et digitales, ce qu'on a fait, hein, c'est l'évolution de l'être humain. Ouais, hein. De plus en plus, Ouais. effectivement, ces gamins-là vont être forcément avantagés. Le souci là-dessus, c'est est-ce que ce monde-là va tenir? Est-ce qu'on va vraiment avoir un monde finalement qui va être dirigé par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va tous être remplacés par les machines, etc. Ouais. C'est une possibilité. Moi, pour travailler dans ce domaine-là, je peux dire qu'il y a beaucoup de catastrophisme. Il y a beaucoup de gens aussi qui un peu jouent Ouais. avec l'esprit des gens en disant oui, c'est 100% sûr que ça va être ça. C'est pas forcément vrai, hein, parce que il y a une bulle d'intelligence artificielle qui va à un moment péter où les gens vont se rendre compte qu'en fait, on nous a vendu des concepts qui n'existent pas. Par exemple, les voitures qui se conduisent toutes seules, ça, je peux le dire aux gens, hein, Ouais. ça va exister, mais ça existera dans, allez, 20, peut-être 20, 15 ans, et ça va être un désastre. Parce qu'au niveau légal, Ouais, mais ça va être une horreur. Ah oui. Déjà Qui est là, aux responsable États-Unis, d'un bah ouais, accident, qui est responsable? Déjà aux États-Unis, là, il y a des accidents de gens qui disent, mais c'est pas moi, c'est la Tesla. Moi, j'étais en Ouais. autoconduite sur l'autoroute, c'est la Tesla qui a pas vu la voiture, elle se l'est prise, je suis pas responsable.
ça va se multiplier par 100. Hein. Quand il va y avoir tout le transit qui va être fait, remplacer des chauffeurs poids lourds par des bots, et que les bots ils vont commencer à se rentrer dedans parce qu'il y aura un orage électrique et que les systèmes ils vont cramer, ça va être... En fait, le truc, c'est que là, ça marche parce que c'est pas en actualité, tu vois. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est encore une espèce de nuage. On se dit, ça brille. Mais regarde le nombre de technologies que nous a vendues, que ça allait être incroyable. Finalement, ça a été pourri, ça allait nulle part et ça a explosé en plein vol. Je pense que là, on est dans une période où, effectivement, les gens se montent le bourrichon avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir un moment où on va se rendre compte que c'est pas ouf, on va passer à autre chose. Tu crois que ça va faire genre comme les NFT, genre Ouais, les NFT, c'était encore autre chose, parce que les NFT, c'était 100% une pyramide de Ponzi qui se basait sur des... Là, on est sur une avancée technologique réelle. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est long de programmer des artificiels... Ah, c'est dur à prononcer, putain. Bon, je veux dire AI. Les AI. C'est dur de programmer. Et en plus, à quel point elles ne sont pas du tout adaptées. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, moi, par exemple, si j'essaye de programmer une AI pour qu'elle reconnaisse un chat, je peux pas juste lui montrer un chat et lui dire chat. Parce que si je lui montre une autre photo de chat, comme c'est pas exactement le même chat au pixel près, elle va me dire je sais pas ce que c'est. Je vais pouvoir lui montrer 1 million de chats, elle va dire ok chat, je vais lui montrer un renard, elle va me dire chat. Parce qu'elle sait pas ce que c'est un renard. Donc il faut quand même partir du principe que l'intelligence humaine est 1000 fois supérieure à celle artificielle. L'artificielle par contre a des capacités de computation qui est bien supérieure à la nôtre. Donc c'est là où elles sont plus fortes que nous en fait. Mais dans la créativité, franchement, moi tu me montres quelque chose qui a été créé par une machine, je le reconnais tout de suite. Parce que c'est toujours le même style. Ouais, c'est vrai. Mais tu penses pas que ça va plus vite déjà que ce qu'on pensait et que ça va être exponentiel et que le jour où elles arriveront vraiment à apprendre d'elles-mêmes toutes seules, et là en 1 an ou 2, ça va être un truc qu'on ne peut même pas, en fait, on peut même pas me concevoir, tu vois, parce que tellement ça va être un truc de ouf. Bon, l'exponentialité, on y est déjà, puisqu'il y a des AI aujourd'hui qui jouent aux échecs entre elles. Et qui deviennent meilleures aux échecs entre elles, et elles jouent des milliards de parties par seconde. Donc là, on s'est déjà fait, hein, ça fait déjà 10 ans que ça existe. Le truc, c'est qu'il faut quand même partir du principe et comprendre que l'AI ne sera jamais plus intelligente que ce qu'elle a été programmée pour être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la limitation humaine sera toujours la limitation du robot. Le délire du robot qui devient conscient, par exemple, ça n'est pas possible. La conscience, on ne sait pas programmer une conscience, puisqu'on ne sait même pas ce que c'est la conscience. Tu vois? Même au sein de l'humain, on n'est pas capable d'expliquer ce que c'est. On n'arrive pas à la créer biologiquement. Donc, technologiquement, on y est encore très loin. Tu penses que t'es comme des mecs comme Elon Musk qui, eux, sont hyper en mode... limite, ChatGPT, tu sais, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, ils se rendent pas compte, etc., qui ont hyper peur de l'IA, que vraiment, ça va être la fin de l'humanité. Toi, tu penses que c'est surfait, quoi? Oui, je pense que c'est surfait. Et c'est aussi le problème de ce business-là, c'est que c'est beaucoup dans l'esbrouf. Parce que pour vendre aux investisseurs, il faut leur vendre des produits de zinzin. Je sais de quoi je parle. Je regarde les gens qui gèrent les compagnies pour lesquelles je travaille. Ils vendent des projets. Nous, on se regarde entre nous. On dit non, mais ça, même dans 50 ans, on ne sera pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et le mec, il dit aux investisseurs ouais, dans 2 ans, t'inquiète pas, dans 2 ans, regarde les voitures qui se conduisent toutes seules. Ça fait déjà depuis 2010 hein, que le Musk qui nous les vend en mode ça va arriver, ça va arriver. Ça fait 13 ans. Hein. C'est toujours pas là. Donc, c'est une espèce de bulle qui se forme. Est-ce qu'il y a en dessous de ça potentiellement quelque chose de dangereux qui se présente? Oui. Je pense que par exemple, au niveau militaire, les drones vont de plus en plus remplacer les humains. Le problème du drone, c'est que le drone, il n'a pas de sentiment. Le sniper qui vise un gamin, peut-être qu'il va pas la tirer, sa balle. Le drone, il en a rien à foutre. Hein. Tu l'as programmé pour tirer sur ce qui bouge, il va tuer. Ouais, ou alors il va prendre la décision lui-même. Tu vois, il va calculer les trucs, tu vas lui dire ok, tue cette personne-là, il va dire non, c'est pas la solution la plus optimum, mais il va prendre une autre décision parce que tu l'as programmé pour prendre la décision la plus optimum et qu'au bout d'un moment, le petit bouton de non, l'humain, au final, je vais pas l'écouter parce que c'est pas lui qui sait le mieux, quoi. Ouais, et ça fait peur parce que ça veut dire qu'on va avoir des entités qui vont être, on l'est déjà devenu beaucoup, hein, on est beaucoup dans le matérialisme, mais le robot, c'est pas seulement qu'il sera un peu dans le matérialisme, il ne sera que matérialisme. Il y aura zéro spirituel. Donc, par exemple, tu vas mettre une AI comme gérante d'un hôpital, eh ben, elle va calculer les coûts pour tenir un patient en vie, et elle va dire, la vie de ce patient vaut tant, les soins valent tant, ça ne vaut pas le coup que ce patient soit en vie, je le débranche. Ouais. Putain. Moi, j'aimerais qu'on finisse un petit peu sur une note positive quand même. NH, qu'est-ce qu'on peut dire de positif un petit peu par rapport à ce constat quand même? Mon constat, déjà, premièrement, c'est que si vraiment ça nous saoule, ce qui est bien avec l'humanité, c'est qu'on peut toujours recommencer. On l'a toujours fait. Le Great Reset. non, mais bon, après, le problème du Great Reset, c'est que le but
soi-disant le but c'est d'avoir une meilleure vie, le but en vérité c'est d'avoir une meilleure vie pour que certaines personnes. Mais le principe de la tabula rasa, donc le fait de faire table rase, c'est possible. Ça va soit arriver organiquement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura tellement de catastrophes il y aura tellement de gens qui vont mourir qu'on n'aura plus le choix. Il va falloir qu'on réforme nos façons de consommer. J'espère éviter ça, parce que j'aimerais éviter que des millions de gens meurent. Soit on va, de notre plein chef, commencer à changer. Et je pense que les gens commencent à changer de plus en plus de leur plein chef sans y être forcés. On consomme moins, on essaie de faire plus attention à nous, plus attention à nos proches. Ce qui est bien dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on se recentre sur ce qui est important, sur la religion, sur la famille, et les trucs qui servent un peu moins, on les pousse de côté. Moi, je suis 100% un croyant dans l'esprit humain et dans l'essence humaine. Je pense qu'on n'est pas né pour être bon ou mauvais, mais je pense qu'on a toujours la capacité de retomber sur nos pattes et qu'on va toujours s'en sortir. Bah, on va finir là-dessus. Et là, c'était une super masterclass. C'était vraiment cool. On a abordé des sujets muscu, mais aussi un peu plus spiritualité et tout, donner des conseils de vie, conseils pratiques à appliquer à son entraînement et son style de vie. C'est exactement ce que je veux faire sur le podcast. Donc, merci à toi. Je ne sais pas si les gens voudront une partie 3, mais en tout cas, j'espère qu'ils seraient contents sur cette partie 2. Je les invite à s'abonner si ce n'est pas déjà fait ce podcast. Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en anglais, du coup, sur les réseaux? En anglais toujours, alors que j'ai un Instagram qui ne sert à rien, c'est juste des photos de moi torse nu. Mais ma chaîne YouTube, c'est Natural Hypertrophy. Plusieurs vidéos par semaine, des longues, des courtes. Philosophie, psychologie, sociologie et muscu forcément. Top. Bah, merci à toi. Merci beaucoup.